Ok, ça a l'air de marcher. J'ai eu des petites sueurs froides par rapport à mon OBS. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Ici Bloomrock, je vais prendre le relais des NIP. Je vais baisser un petit peu la musique. Donnez-moi un retour sur la musique. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, je baisse un petit peu là. En principe, quand mes oreilles saignent, c'est que c'est un peu fort pour vous. De manière générale. Ouais, Enip nous a donné un brainstorming vraiment intéressant pour le coup, hein, de ce qui se fait actuellement, des forces du jeu contrôle, et en même temps, vu qu'il a joué contre les agros, de ce que valent aussi, de ce qui est dangereux chez les jeux agros. Donc en fait, le programme de ce soir, le programme de ce numéro d'Aversa Carta qui est consacré à la méta Spellweaver, ne fera finalement que reprendre les observations des NIP et essayer peut-être de les systématiser en montrant des exemples de listes illustrant voilà, ce qui joue, ce qui est fort, pourquoi c'est fort. Voilà, ça va être le but. Alors, si Yann est dans le coin, j'ai du mal à le choper. Il devait me rejoindre, il doit rôder, peut-être qu'il est en train de manger, je sais pas trop. Au pire, il nous rejoindra en cours de route, on va commencer sans lui. Avant de commencer, il serait peut-être opportun de faire un rappel terminologique, hein. C'est-à-dire, le titre c'est la méta de Spellweaver. Qu'est-ce que c'est qu'une méta? Qu'est-ce que c'est qu'un metagame d'ailleurs? Avant de commencer, ah zut, j'ai des problèmes de son, voilà. S'il est dans le coin, je dis mal choper, les mecs qui vont le stream, il y a des gens en Peggy 18 et il n'y a pas encore Sienne. C'est vrai, ça va se dégrader encore quand il viendra. Donc oui, non, ce qu'on appelle par méta, d'ailleurs, quand il y a tantôt masculin, tantôt féminin, il y a une sorte de flottement. Je sais pas exactement quelle est la formulation exacte, c'est peut-être plus Enip qui pourra nous le dire. Ce qu'on entend par méta, en fait, le concept de méta naît d'un constat assez simple, à savoir que dans un jeu de cartes, tout est question de rapport de force. C'est une question finalement de combinatoire. Un jeu de cartes, c'est une combinatoire dans lequel vous allez combiner évidemment des cartes pour faire des decks, mais vous allez aussi combiner des decks pour former des archétypes qui vont entretenir les uns avec les autres des rapports de force. Certains seront plus ou moins bons contre les autres, certains seront faits pour contrer les autres. Puis combinatoire aussi au niveau des cartes, parce que qu'est-ce que c'est qu'une carte? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une carte? Sinon finalement une combinaison de statistiques, d'éléments. La force, la défense, la vitesse, le coût, le prérequis et les éventuelles capacités qu'il possède, sa couleur aussi tout simplement. On peut dire aussi que chaque faction est une combinatoire, une mini combinatoire, puisqu'il combine toujours des créatures réparties dans une certaine curve, des tours 1, des tours 2, des tours 3, avec des sorts qui remplissent divers rôles. Combinatoire cohérente néanmoins dans la mesure où chaque aspect, chaque faction possède des forces et des faiblesses qui lui sont propres. Order va être très défensif et soigné, Dominion va être plus axé sur le contrôle à tout point de vue. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on entend par méta finalement? La méta, c'est ce constat que une carte n'a pas de valeur en soi. Une carte tire sa valeur d'un réseau d'éléments, d'un réseau de cartes, d'un réseau de decks, d'une confrontation finalement avec des éléments multiples, d'une pluralité. C'est ça finalement. Et donc quand on réfléchit en termes de méta, on essaie de se demander comment faire finalement pour avoir le meilleur win rate possible en exploitant finalement les cartes, les decks, les archétypes, les capacités les plus en vogue, les plus efficaces au sein d'une situation donnée, c'est-à-dire au sein d'un équilibre des forces données, au sein d'une combinatoire donnée. C'est ça une méta. Alors le but, étant donné qu'on est dans cette sneak week qui finalement nous donne l'opportunité de commencer un petit peu à farmer le jeu avec une semaine d'avance, le but c'est de rendre finalement un aperçu de ce à quoi peut ressembler actuellement la méta provisoire du jeu. Alors j'insiste sur le mot provisoire parce que la méta de l'open beta n'est pas exactement la même méta que celle de la close beta par exemple. Ce ne sont pas exactement les mêmes cartes et les mêmes decks qui sont joués. Même si grosso modo on retrouve plus ou moins les mêmes rapports de force. Méta provisoire aussi parce que tous les joueurs n'ont pas forcément toutes les cartes. Parce que le pool de joueurs est encore limité. Parce que le jeu n'existe pas depuis très longtemps.
parce que il y a d'autres extensions qui vont sortir. Donc évidemment une méta par définition évolutive. Donc ce que je vous propose finalement de vous livrer là, c'est pas la vérité absolue, c'est mon idée du rapport de force qui régit Spellweaver à un temps T, c'est-à-dire actuellement durant l'open beta. Alors, de manière assez traditionnelle, hein, dans une méta, on trouve toujours plus ou moins les mêmes choses dans les jeux de cartes. Des archétypes, alors dont parfois la dénomination est un peu fluctuante, hein, mais qui rejoignent toujours plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'on trouve des decks qui seront plutôt des jeux aggro. Un jeu aggro, c'est un jeu d'agression, un jeu qui va chercher à vous mettre le plus rapidement possible bas en vie, généralement en prenant le contrôle du board, en prenant le contrôle du plateau de jeu. On retrouve des jeux mid-range, bien que les jeux mid-range ne soient pas exactement en odeur de sainteté sur Spellweaver, depuis le début du jeu du reste. C'est-à-dire des jeux qui vont davantage axer sur le contrôle du board, qui sera un tout petit peu plus lent. Et puis après, une catégorie un peu mal définie, qu'on pourrait appeler stall, et qui recoupe à la fois des jeux contrôle, des jeux combo, des jeux qui vont mettre plus de temps à se mettre en place, et des jeux qui vont reposer donc sur la temporisation du board, sur la gestion du board, et qui posséderont une ou plusieurs conditions de victoire suffisamment fortes pour leur octroyer a priori une victoire prompte et décisive en late game. Voilà, de manière un peu rapide. Alors, je vous lis avant d'enchaîner. Je suis une Métatron. Que je casse quelque chose. Je casse un tupperware, c'est peut-être un problème de son, je sais pas. Je vais essayer d'approcher le micro de ma bouche. Vous me direz si c'est mieux. Pour le méta, le fait qu'on a le droit aux deux, puisque de mémoire un préfixe n'est ni masculin ni féminin, et game c'est un terme anglais qui n'est donc ni féminin ni masculin. Je pense que la plupart des francophones ont juste cette attirance à dire la méta parce que ça sonne mieux. Oui, la terminaison A est souvent féminine en français. Moi j'ai tendance à dire la méta, mais j'entends CDV dire le méta notamment, donc je me dis que CDV il connaît bien l'univers du jeu vidéo, donc mais bon voilà, j'entends vraiment les deux, donc je sais pas trop. Alors pas de gameplay dans ce stream, si il y aura du gameplay évidemment, c'est à dire qu'en fait on va passer en revue mais rapidement, parce qu'en fait le but c'est de brosser un peu à grands traits quelques listes possibles des archétypes dominants. Donc on va pas passer autant de temps que d'habitude pour commenter la liste. D'abord parce que les listes, ce sont des listes que vous connaissez déjà si vous avez joué à la close bêta. Et on va à chaque fois, on va proposer un deck et faire 2, 3, 4 parties d'illustration. Donc il y aura du gameplay, il y aura plus de gameplay que de parlotte, hein, on s'en fait pas. C'est une mauvaise habitude qu'on a pris dans les dernières émissions de faire un point actu au début des émissions et donc du coup de d'étendre démesurément le côté dissertation au détriment du côté jeu. Mais bon, on va jouer, vous en faites pas. Après, on a fait de deck building qui était axé non pas sur une decklist mais sur une mécanique de jeu. La Power Lane par exemple, on a fait ça à une époque. On le fera sûrement pour Aversa Carta, mais on va peut-être attendre un petit peu qu'il y ait plus de cartes avant de faire ça, je pense. Ok, très bien. Alors donc, quelles sont les forces en présence hein, dans une méta classique au TCG? Donc des jeux aggro, on l'a dit, des jeux midrange, des jeux contrôle. Alors est-ce qu'on retrouve cette tendance sur Spellweaver? Oui et non. Non, comme j'ai dit, les jeux midrange sont assez peu représentés. Alors, à mon sens, ce qui se rapproche le plus d'un midrange compétitif à l'heure actuelle, ça va être les jeux à base de Neva. Alors je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Je vais lancer mon jeu. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Mon jeu est un petit peu lent, hein, donc mon ordinateur date de Mathusalem. Alors, Sun Spellweaver. Ok. Alors, donc, Neva. Je vous montre cette chose. Voilà, Neva c'est ça. Neva de base, hein, quand on parle de Neva, en principe c'est la Neva de base, pas la Neva Advance. Creatures you play or play this turn are swift. Les créatures que vous jouez ou que vous avez joué ce tour-ci, donc la capacité rétroactive, hein, vous pouvez poser une créature et ensuite activer votre capacité. La capacité va proc rétroactivement sur la carte que vous avez déjà posée. En revanche, évidemment, pour que la capacité s'active, il faut que vous ayez play, que vous ayez joué la carte. Hein. Si la carte était invoquée, par exemple avec un Brother in Arms,
le second Brother in Arms n'est pas joué, il est invoqué. Donc le second Brother in Arms n'aura pas Swift. Voilà, et puis Swift, bah, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Swift c'est l'équivalent d'attaque rapide sur DOC, c'est l'équivalent de, je sais plus comment ça s'appelait ce Magic. Initiative, non? C'était pas initiative ce Magic? Non, l'initiative c'est taper en premier. Je sais plus comment ça s'appelle ce Magic, le fait d'attaquer sans balle d'invoque. Enfin bon, je pense que sur le chat, la réponse finira par fleurir. Donc, c'est à la rigueur le héros qui... Enfin, c'est je pense le héros, voire le seul héros qui se prête bien à un jeu midrange, dans la mesure où vous pouvez partir sur une base d'agression avec des petites créatures qui vont éroder un petit peu les points de vie de l'adversaire, et ensuite, grâce à sa capacité, vous avez une possibilité de poke qui vous permet de remporter la partie, y compris en midrange. Donc c'est pour ça que les jeux Neva sont en général des jeux un peu hybrides, un peu entre l'aggro et le midrange. Voilà. Donc quand on parle de Neva midrange, en gros ça va être soit la Neva aggro elf ou la Neva aggro elf avec un splash d'une couleur ou autre, Wisdom ça s'est vu, Rage ça se voit aussi, Dominion ça se voit aussi hein. Moi je trouve que le deck le plus solide dans le genre, enfin pas forcément le plus méta mais le plus solide en termes de mécanique de jeu, c'est la Neva Order Splash et Nature hein, qui est vraiment l'un des decks préférés, voire le deck préféré de Selene si je dis pas de bêtises. Et qui est un deck assez élégant et assez solide de tout point de vue, qui possède plusieurs conditions de victoire et des match-up intéressants, à la fois contre aggro grâce à un baisseur défensif et contre contrôle grâce à sa capacité à générer des points de vie et à gagner en montant à 40 points de vie rapidement. Voilà. Bon, donc dans le cas de cette émission, on va pas parler des midrange parce qu'ils sont assez sous-représentés de la méta actuelle. En revanche, on va s'intéresser davantage aux jeux aggro et aux jeux contrôle. Pause boisson. Célérité, c'est ça, Inip, célérité. Ok. Donc, alors, pour ce qui est des jeux contrôle, alors, on n'a pas énormément de choix quand on joue contrôle, dans la mesure où il y a une couleur et principalement une carte qui est surdominante. Cette carte, c'est Karthas. Cette carte, c'est vraiment la carte qui rend possible le jeu contrôle. Tout simplement parce qu'elle offre à la fois un outil de temporisation, un outil de contrôle du board. C'est une créature qui a des stats intéressantes, donc qui a une présence sur le board, vu que c'est une 4-4 avec 2 de speed, ce qui est honnête. Et c'est une créature qui va vous permettre de déployer une condition de victoire alternative en gagnant au point de vie. Et très concrètement, cette carte, enfin, j'aime bien, enfin c'est mon côté science humaine, hein, mais j'aime bien avoir une approche un peu historique des choses dans les TCG. C'est intéressant parce que ce Lord Karthas, depuis le début, il était considéré comme la carte la plus forte du jeu, comme la carte top 1 véritablement, la meilleure épique du jeu. Et pourtant, l'utilisation et le regard qu'on a porté sur Karthas a évolué en fait au fil du temps. Et l'un des signes concrets de cette évolution, c'est qu'on jouait Karthas avant en x2, x3 la rigueur. Maintenant, on joue pratiquement toujours Karthas en x4. Ce qui, moi-même, je vous aurais dit que c'était aberrant il y a un mois de ça. Mais de fait, on joue Karthas en x4. Non pas parce qu'on s'est rendu compte que c'était tellement fort qu'il fallait nécessairement jouer 4. On s'est rendu compte simplement qu'un jeu contrôle dans la méta Spellweaver, c'est fondamentalement un jeu qui va reposer sur le gain de points de vie. Je dis pas qu'un jeu contrôle va nécessairement gagner au point de vie. Je dis qu'un jeu contrôle va reposer essentiellement sur le gain de points de vie. Concrètement, sauf contre des jeux hyper aggro, je gagne toujours aux 40 points de vie. Et quand dans un match-up contrôle contre contrôle, sachant que contrôle est très représenté dans la méta, c'est une guerre aux 40 points de vie. C'est pas une guerre à celui qui aura 0 points de vie. À la rigueur, c'est une guerre de meule, parfois, mais le plus souvent, c'est une guerre de run aux 40 HP. Donc c'est pour ça que le Karthas est vraiment intéressant, notamment avec des cartes qui rendent possible un sacrifice assez efficace. Des cartes, alors le Cataclysme, hein, qui vous permet de wipe le board et gagner 2 points de vie pour chaque créature tuée. Et une autre créature excellente qui est vraiment méta designer actuellement, c'est le Stronghold Metropolis, depuis peu de temps, mais qui est devenue la carte essentielle de Dominion. Donc on pourrait dire que la conjugaison de la capacité de contrôle du board et de gain de points de vie de Karthas dans une méta lente, avec Cataclysme, qui est le clean board du jeu, et Stronghold, rend possible des jeux contrôle axés sur les points de vie, et qui seront véritablement solides. Alors ces jeux contrôle sont pas véritablement des jeux nouveaux. C'est là les jeux contrôle Dominion hashtag quelque chose d'autre, hashtag slash, sont pas des jeux nouveaux, mais ce sont des jeux qui ont existé, qui ont pratiquement disparu,
et qui sont revenus sur le devant de la scène suite au patch récent. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Ils ont disparu à cause de Rage, parce que Dominion Wisdom est une faction faible contre Rage. Donc par définition, étant donné que les contrôles sont principalement des contrôles axés sur Dominion, les jeux contrôles sont faibles contre Rage. Ça c'est... Je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé de solution pour qu'un jeu Dominion puisse gagner avec un win rate vraiment positif contre Rage. Je dis pas que Dominion va se faire rouler dessus par Rage, mais je dis que vous serez toujours en dessous des 50% de win rate, peu importe ce que vous faites en fait, tant que vous jouez le Dominion contrôle classique. Parce que Rage, c'est tout ce que vous n'aimez pas, ça va trop vite, c'est des créatures qui sortent trop rapidement, qui font trop de CA sur vous, et ça a trop de dégâts directs. C'est vraiment le problème. Donc, en fait, ces contrôles Dominion existent depuis longtemps, ils ont disparu à cause des jeux Rage, et le nerf des jeux Rage, notamment le nerf du héros Rage emblématique, à savoir Zash, a permis le retour des Despina notamment en contrôle. Et puis maintenant on se rend compte, mais ça je le dis depuis longtemps, on se rend compte que les jeux aggro sont toujours très bons contre les jeux contrôle. Et la méta actuellement est partagée entre à peu près 50% d'aggro et 50% de contrôle. Alors, on joue contrôle, très bien, on joue Dominion, d'accord, on a compris. Toute la question maintenant c'est de se demander qu'est-ce qu'on va jouer avec Dominion. Avec Dominion, on a les outils de contrôle. Avec Dominion, on a la condition de victoire principale. Je dis pas que c'est la seule, mais c'est la condition de victoire principale, à savoir le Carthas. Maintenant, il faut qu'on soit au retour. Alors, il y a plusieurs possibilités. En fait, la méta de Spellover est à la fois très figée. Ce sont toujours les mêmes forces, les mêmes cartes qui reviennent. Et en même temps très diverses, de la mesure où il y a énormément de splash et d'options différentes qui sont possibles. Le plus souvent, Dominion en contrôle, c'est joué avec du Wisdom. Alors pourquoi est-ce que c'est joué avec du Wisdom? Alors d'abord pour une raison assez évidente, c'est que Wisdom c'est le CA, le card advantage. Or dans le propre des jeux contrôle, c'est qu'ils vont essayer de piocher un maximum, de faire du card advantage pour avoir suffisamment de possibilités de réponse de leur main pour mettre en place leurs conditions de victoire. Bon, ça c'est une mécanique de base du TCG. Et concrètement, effectivement, vous avez avec Wisdom, vous avez des cartes de pioche extrêmement puissantes, parmi lesquelles le Librairie Garde, que je joue pas depuis longtemps mais qui est une très bonne carte intrinsèquement, hein. Vous la posez, vous piochez une carte, en plus elle a 3 de speed, c'est intéressant dans cette méta où les agros ont souvent beaucoup de speed. Vous allez jouer éventuellement que je la trouve. Éventuellement vous allez trouver des Disgifted Spirit. Alors le Spirit il est intéressant parce qu'il coûte pas très cher, il est volant avec 1 point de dégâts, donc il va être capable de temporiser de manière raisonnable contre les jeux aggro et contre les jeux elfes qui ont pas mal de speed. Et puis ce qui est intéressant avec lui, c'est que quand il meurt il pioche. Alors une créature qui coûte pas cher, qui vous permet d'avoir un effet quand il meurt, évidemment c'est très combo avec Carthas, enfin c'est pas combo mais ça synergise avec Carthas, dans la mesure où vous avez envie de poser des créatures pas chères pour les sacrifier, pour avoir si possible un bénéfice à sacrifice, et remonter votre jauge de points de vie comme ça. Donc le Spirit a priori c'est à la fois une carte de temporisation, une carte de card advantage, donc ça veut dire qu'elle est honnête contre aggro du fait qu'elle temporise, elle est plutôt bonne contre contrôle du fait qu'elle crée du CA, et en plus elle participe de votre condition de victoire, vu qu'elle vous permet pour 2 de piocher une carte et de faire proc Carthas. Et puis évidemment le gros piocheur, hein, c'est ce héros qui est absolument surjoué, hein. Quand je dis que la méta elle est principalement contrôle, la méta elle est principalement Darius surtout. Darius aggro ou Darius contrôle, hein. Donc ce héros qui vous permet avec sa capacité de piocher une carte pour 3, sachant que sa capacité a un CD de 1, donc vous pouvez piocher à tous les tours. Donc voilà pour ce qui est du CA, l'avantage de jouer Wisdom, et l'autre avantage de jouer Wisdom, c'est cette carte, New Horizon, qui vous permet finalement de splasher assez rapidement et de stabiliser votre jeu. Le New Horizon vous permet d'aller chercher un shrine spécial, enfin pardon, vous permet d'aller chercher un shrine de votre bibliothèque, de mettre ce shrine au cimetière, et d'augmenter d'un point votre niveau du shrine correspondant au shrine correspondant. Voilà pour le New Horizon. Donc c'est à la fois une carte de rampe qui vous permet rapidement d'avoir vos prérequis, c'est en même temps une carte qui vous permet de stabiliser un jeu possédant plusieurs couleurs, et en même temps c'est aussi une carte qui vous permet d'épurer votre deck en retirant les shrines spéciales. Et ça tombe bien parce qu'il se trouve que Dominion possède de très loin les meilleurs shrines spéciales du jeu, à savoir les Cathedral of the Night et les Stronghold Metropolis, que vous avez envie de jouer en grande quantité. Stronghold parce que c'est la pioche, c'est du CA donc c'est bon pour contrôle. En plus ça vous permet de sacrifier, c'est bien pour Carthas. Et puis Cathedral of the Night parce que ça vous permet non seulement de temporiser contre votre ennemi naturel, à savoir les jeux aggro à 1 point de vie, et en même temps de gagner des points de vie. C'est votre principale condition de victoire, gagner des points de vie. Donc il y a absolument tout. Et alors justement vous allez pouvoir vous permettre de jouer largement des shrines spéciales en quantité,
parce que vous pourrez les épurer avec New Horizon, en les retirant une fois que vous les aurez piochés. Dès que j'ai joué mon premier Stronghold, mes New Horizon vont passer pour virer les autres Stronghold par exemple. Donc même dans un jeu bicolore, il peut être intéressant de jouer New Horizon, ne serait-ce que pour épurer votre deck, et vous permettre de jouer en grande quantité les shrines spéciales, et d'avoir ainsi une chance raisonnable de les piocher finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre si on joue pas Wisdom? Alors, l'autre grande possibilité qui s'offre à vous, c'est Corruption. Alors, pourquoi est-ce qu'on joue Corruption? Corruption, il y a deux raisons qui peuvent rendre la couleur intéressante dans un jeu contrôle avec Dominion. La première raison, c'est que Corruption est de très très loin la faction pardon, qui vous offre le plus d'options contre aggro. Donc on l'a dit, encore une fois historiquement, les jeux contrôle Dominion se sont fait tataner les fesses à cause des jeux aggro, notamment des jeux rage, qui ont fait pratiquement disparaître Despina à un moment donné. Or, qu'est-ce qu'on a fait quand cette bêta rage s'est mise en place? On a commencé à jouer Corruption. Et notamment, moi le deck que je spammais à l'époque, et qui à mon sens était le meilleur deck, c'était le Corruption Wisdom avec Nepharos Advance. Parce que vous aviez les capacités de contrôle de card advantage de Wisdom, avec les capacités de stall, de contrôle du board contre aggro de Corruption. Alors, maintenant c'est un peu moins vrai, dans la mesure où Rage a quand même pris un coup, a quand même été nerfé, et où les jeux contrôle sont plus forts qu'ils ne l'étaient avant. Légèrement plus forts. Mais surtout, voilà, étant donné qu'il y a pas mal de Rage dans la méta, ça reste intéressant de penser au splash Dominion. Alors pourquoi est-ce que... au splash Corruption, pardon, excusez-moi, je pense à deux choses en même temps. Je suis en train de lire la confloude et donc je suis un peu perdu. Donc pourquoi est-ce que Corruption c'est la meilleure faction contre aggro de très loin? Alors, pour Noxus Fume, pour 1, -2, donc pour 1 vous gérez une créature. C'est excellent. Plaque Vermine, pour 1 vous gérez une créature qui a un point de vie. Et encore une fois c'est assez polyvalent. Ça va vous permettre, vous pouvez combiner ça avec un Assassinate par exemple pour diminuer sa force. Vous pouvez combiner ça avec un Cathedral of the Night pour finir une créature. Et puis tout simplement le Plaque Vermine pour 1, si vous avez un Karthas en jeu, pour 1, vous allez détruire une créature, gagner 2 points de vie sur la créature morte et gagner 2 points de vie sur le Plaque Vermine mort. Donc vous allez gagner 4 points de vie et gérer une créature juste pour 1 avec le Plaque Vermine. Donc encore une fois, ça fait partie de ces cartes pas chères qui sortent rapidement, assez polyvalentes et qui vous permettent de faire proc le Karthas. Karthas, il veut des créatures pas chères et des créatures qu'on peut sacrifier. Et bah c'est parfait, le Plaque Vermine, il en fait partie. Autre raison, alors éventuellement vous avez cette carte qui est pas mauvaise contre aggro, mais je la joue pas dans contrôle, elle est un peu mid-range quand même. Et puis vous avez l'harpie qui est vraiment excellente. L'harpie qui est excellente parce qu'en fait vous la posez et à moins que votre adversaire ait 2 points de ressources frais pour jouer une boule de feu, vous êtes sûr qu'elle va au moins gérer une carte, qu'elle va au moins faire du 2 pour 1. C'est-à-dire qu'elle va gérer une créature au début du tour adverse et elle va forcer un sort de gestion de l'adversaire. Si l'adversaire ne joue pas ce sort de gestion, le fait qu'elle soit volante, qu'elle ait 2 de speed et 3 points de vie, lui permet en général de gérer une autre créature. Donc c'est une carte qui fera pratiquement toujours du 2 pour 1. Et c'est sa grande force contre les jeux aggro. D'autant qu'une fois encore, cette carte elle est intéressante à jouer si vous avez un New Horizon. Vous pouvez la poser dès le tour 3, ce qui évidemment contre un jeu aggro peut être dévastateur. Alors je rappelle sa capacité, une 2-3 vol avec 2 de speed, dont la capacité fait qu'au début du tour de chaque joueur, ce joueur doit sacrifier, à son choix, une carte de niveau 1. Et il va gagner 1 point de ressource en échange. Donc vous me dites, bah oui, à chaque joueur ça veut dire vous aussi. Oui, mais concrètement, on joue pas de cartes à un seul prérequis, sauf le Plaque Vermine, mais le Plaque Vermine vous le posez au dernier moment pour le sacrifier et pour faire son œuvre en général. Donc la harpie ne se retournera pas contre vous. Sauf si vraiment vous faites un petit misplay. Mais elle n'est pas censée se retourner contre vous. Donc voilà pour les options anti-aggro. Alors l'autre raison de jouer Corruption, c'est ça. C'est la succube. La succube qui était nerfée, avant elle faisait pas 4 points de vie, elle vous donnait 4 points de vie. Maintenant la succube, elle va vous permettre, elle va enlever et faire gagner que 3 points de vie. Le reste n'a pas changé, donc c'est devenu moins fort. C'est devenu moins fort. Après c'est toujours un moteur pour gagner des points de vie. On a dit que la méta était très centrée sur le fait de gagner des points de vie. Donc ça peut être une option intéressante, notamment si vous jouez évidemment le héros Advance, Nepharos, dont la capacité n'a un CD que de 2. Sa capacité en fait pour 3, vous payez 2 points de vie et 3, et tous les 2 tours vous pouvez renvoyer en jeu une créature sous votre contrôle, enfin une créature vous appartenant ou appartenant à l'adversaire qui a été détruite ce tour-ci. Donc vous pouvez très facilement, si vous avez en Dominion les Stronghold qui vous permettent pour 0 à tous les tours de sacrifier une créature et de piocher une carte, vous pouvez à tous les tours gratuitement sacrifier une succube, piocher une carte pour 0, et tous les 2 tours, avec la capacité occultisme de Nepharos, vous la renvoyez en jeu et vous refaites proc sa capacité, vous avez une 3-3 en jeu, vous infligez 3, vous gagnez 3 points de vie. Donc évidemment c'est très sexy. Et en général, les jeux contrôle qui jouent sur
Karthas plus la succube auront tendance à gagner des points de vie plus vite que tout le monde. Donc si je résume ce que je dis là, en fait, le jeu Corruption Dominion va gagner des points de vie plus vite, va contrôler plus fort le board, donc il sera théoriquement plus fort contre aggro et plus fort contre contrôle. C'est vrai, mais le jeu Corruption a quand même deux défauts. D'abord, il génère peu de CA, vous avez que le Stronghold qui génère du CA, ce qui est un vrai problème contre contrôle. Et ensuite, son défaut, c'est qu'il n'a pas de dispel. Vous n'avez pas de gnome pour détruire les enchantements et les sorts ennemis. Et ça, c'est un vrai problème dans une méta où il y a quand même pas mal de Lamp of Zafir. Donc voilà, en gros, si vous voulez jouer contrôle, c'est Dominion plus Corruption, ou Dominion plus Wisdom, ou Dominion plus un mélange de tout ça. Alors je vais pas vous présenter évidemment toutes les possibilités de deck building autour de ces jeux-là, ça n'en finirait pas, c'est pas mon but. Donc je vais vous présenter un jeu contrôle qui va exploiter les mécaniques que je vous ai présentées là, un seul jeu contrôle. C'est mon jeu tryhard. C'est mon jeu tryhard du moment, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines de la close bêta, je jouais pas exactement le même jeu. Je jouais un jeu beaucoup moins anti-aggro. Donc c'est un jeu qui va évoluer, qui fait pour évoluer, pour s'adapter à la méta. Il faut toujours être attentif à ce qui est joué. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le jeu et puis on va faire quelques parties d'illustration. Après je vous parlerai des jeux aggro. Alors je vais afficher la liste. Alors, normalement je les rentrais sur Spellweaver Database, je vais vous mettre un lien. Voilà. Donc vous la trouverez sur Spellweaver Database. Alors le temps de switch la scène c'est toujours un peu problématique parce que mes scènes navigation sont curieuses. Vous avez un écran noir, c'est normal. Tout va bien. On détend les chakras. Alors oui, on va faire quelque chose quand même avant. Voilà, on va déplacer ça ici. On va rafraîchir la page. Et afficher la decklist. Voilà, du premier coup. Voilà, c'est un peu tronqué, on voit pas trop le Helm of Dominion sur l'écran. Bon, je peux pas faire beaucoup mieux. À terme, le Spellweaver Database va être absorbé sur le site bombcast.fr et donc on aura quelque chose de peut-être de plus adapté pour le format de cette émission. Bon, voilà, c'est temporaire. C'est déjà très très bien qu'on dispose de ce deck builder qui a été créé par un Momcardien aussi, soit dit en passant. Alors, je vais me chercher un verre pendant que je vous laisse jeter un coup d'œil à l'île. Je vais la commander très rapidement et puis on va faire quelques parties d'illustration. Je reviens. Ok. Me revoici. Je lis un petit peu ce qu'il dit sur le chat. Il a dit prérequis. Je m'applique maintenant, vu que je me fais reprendre à chaque fois. Mais je glisserai quelques prérequis dans le stream, donc soyez attentifs. Mais au final, ce cataclysme n'est pas nécessaire pour les plus aggro. Au final, au fond, tu joues Dominion pour Karthas et les Shrines. Oui, tout à fait. Je joue principalement Dominion pour Karthas et les Shrines. En fait, je peux pas me passer de ces 6 shrines, Cathedral of the Night et Stronghold. Et pour tout te dire, en fait, Enip, quand je joue une version bicolore et non pas tricolore, quand je joue une version bicolore avec New Horizon, je pousse le vie jusqu'à son période, c'est-à-dire qu'en fait, je joue 3 Stronghold et 4 Cathedral of the Night. Et je compte vraiment sur le fait de piocher une Cathedral of the Night très vite. Je sais contre aggro, j'ai du mal à gagner si j'ai pas une Cathedral très vite. Et je compte sur mes New Horizon pour les épurer ensuite. Là, comme je joue tricolore, c'est un peu compliqué de jouer cette Special Shrine quand même. Alors, Dominion plus Wisdom plus Corruption. En fait, je vais jouer Rage aussi. Ben, on aimerait bien jouer Rage juste pour les boules de feu en fait. Juste pour les boules de feu. Alors, très bientôt le portail spell ouvert sur Momcard. Ben, ça, tu es plus au courant que moi. C'est super excitant. Ça serait vraiment cool. Yay, des hashtags prérequis. Alors, bon, on va dire un mot du pourquoi de cette liste. Hein. Alors, je tiens à dire d'abord, pour préciser, on va rendre à César ce qu'il y a à César.
Cette decklist, bon, je bosse dessus depuis longtemps. Je l'ai énormément testé, c'est le jeu que j'ai le plus joué, c'est mon jeu tryhard. Mais c'est un jeu qui n'est pas né uniquement de ma pomme, si je puis dire. J'ai beaucoup travaillé indirectement avec Sonéon. Sonéon qui est un excellent joueur, qui est actuellement top 2 ou top 3 du ladder, hein, qui est vraiment un très très bon joueur. L'un des meilleurs spellweavers. Hein. En gros, Zimet, Quiz, Get, Sonéon, j'en oublie évidemment, mais bon, c'est vraiment le top top du moment actuellement. Et donc Sonéon, qui était le premier à ma connaissance, à avoir eu l'idée de jouer le contrôle de minion, non pas avec Despina qui était le deck surjoué, mais avec Darius. J'ai d'abord trouvé ça bizarre, et quand je me suis rendu compte qu'il mettait un quart d'avantage de 10 en début de late game, hein, à ma Despina, avec des builds assez proches, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Donc, premier coup de génie en fait de Sonéon, c'était de jouer Darius. Second coup de génie de Sonéon, ça a été de vulgariser la combo entre Stronghold Metropolis, vous sacrifiez une carte, vous piochez, qui permet de générer du CA, et qui permet aussi de sacrifier des créatures pour Karthas, et le Helm of Dominion. Le Helm of Dominion qui vous permet de prendre le contrôle d'une carte, cette carte gagnera un Weakness Emblem, donc un marqueur -1/-1 à chaque tour. Alors, pourquoi est-ce que c'est un coup de génie? Parce qu'en fait c'est malin. C'est malin parce qu'à l'époque où il a fait ça, alors maintenant ça paraît évident, tout le monde le fait, mais c'est malin parce qu'à l'époque où il a fait ça, la méta n'était pas la même, les habitudes des joueurs n'étaient pas les mêmes, et surtout, la value des cartes n'était pas la même. C'est-à-dire que le Helm of Dominion était considéré comme une carte anti-midrange. Contre aggro, c'est trop lent. En plus, contre aggro, vous jouez contre Orage, vous voulez une créature qui a un point de vie, c'est pas très sexy. Donc contre aggro, c'est trop lent. Contre contrôle, qu'est-ce que vous allez voler? On joue presque pas de créatures quand on est contrôle. Et si vous jouez contre midrange, bah oui, c'est très bien contre midrange, c'est game breaker. Le problème, c'est que midrange, dans Spellweaver, il n'y en a jamais eu énormément. En gros, c'est la carte qui disait non à Order, et qui expliquait que Order n'a jamais vraiment été un top deck, même si Order a des cartes extraordinaires, a des cartes excellentes, elle a vraiment le potentiel, mais il manque un petit quelque chose. Helm of Dominion, c'est typiquement une carte qui dit non à Order. Donc on pourrait dire que Helm of Dominion, oui, est une bonne carte, mais qui ne s'insère pas très bien dans la méta. Mais Helm of Dominion devient intéressant si deux facteurs sont réunis. Le premier facteur, c'est une méta où Karthas est surdominant. Effectivement, dans les jeux contrôle, vous avez des Karthas. Et comme votre but, évidemment, c'est de gagner au point de vie, de gagner en ayant 40 points de vie, vous avez envie, déjà, qu'on ne vous vole pas vos Karthas, donc de récupérer vos Karthas si on vous les prend, mais vous avez aussi envie de voler les Karthas adverses, histoire de gagner des points de vie ensuite. Et vous avez aussi envie, évidemment, quand Despina s'amuse à vous piquer un Karthas, vous avez envie directement de le prendre avec Helm. Et là, le move de Despina devient désastreux parce qu'elle perd son tour pour prendre un Karthas. Et vous, en fait, elle vous le tutorise. Parce que vous le récupérez et vous faites proc sa capacité. Donc en fait, c'est vraiment la carte qui a dit non à Despina pour le coup. Tu as une capacité, très bien. Moi, avec Dai, je fais plus de CA que toi. Et en plus de faire plus de CA que toi, je nullifie tes capacités en piquant les créatures que tu t'autorises gentiment pour moi. Donc en fait, Helm of Dominion est une bonne carte, mais Helm of Dominion n'a de sens que si vous jouez Stronghold. Parce que la carte que vous allez prendre avec Helm of Dominion, quand vous jouerez contre un jeu contrôle, et ben le jeu contrôle, 90% du temps, il jouera du Wisdom, donc il jouera des gnomes, il aura du Dispel. Et vous n'avez pas envie de vous faire Dispel votre Helm of Dominion. Donc généralement, quand vous jouez en contrôle contre contrôle, pas toujours, mais généralement, vous allez piquer la créature adverse, et vous allez directement la sacrifier avec Stronghold, ou alors vous allez faire prendre un cataclysme. En tout cas, vous allez essayer de rentabiliser au maximum les points de vie que peuvent vous donner les Karthas que vous voulez, et ensuite de sacrifier pour être sûr que l'adversaire ne la récupère pas. Donc Helm of Dominion est une carte bonne parce que Stronghold Metropolis existe. Voilà. Donc ça a été vraiment les deux coups de génie de Sonéon. Après pour le reste, c'est un build qui correspond assez à ce que je joue d'habitude. Hein. C'est-à-dire qu'on va jouer les 4 Karthas. Ça paraît lourd, c'est vrai, mais de toute façon je joue un deck lent. Hein. Vous n'allez pas gagner en 5 minutes avec mon deck. Hein. Vous allez gagner aux 40 points de vie en temporisant. Vous allez gagner en faisant du CA. Et très souvent à la fin de la partie, vous aurez 20 ou 10 cartes de la bibliothèque. C'est comme ça. C'est un jeu lent. Mais c'est à mon sens le jeu qui a le plus haut win rate actuellement. Enfin, pas ce jeu précisément, mais l'archétype qui est le plus haut win rate actuellement. Après pour ce qui est la rentabilité de farm, rapport win rate temps de jeu, c'est encore un autre débat. Donc les 4 Karthas qui sont lourds, mais bon, vous jouez un jeu lent, vous avez des New Horizons, donc vous pouvez vous le permettre entre guillemets. D'autant que c'est une carte qui est importante parce que c'est vraiment elle qui vous permettra de gagner des points de vie. Vous avez besoin de la voir le plus souvent possible. Vous avez toujours besoin d'avoir un Karthas sous la main.
c'est important. Alors ce Karthas, pour essayer de l'optimiser, on va jouer des cartes qui coûtent pas très cher, comme le Gnome. Alors typiquement le Gnome, vous le posez, il a un effet d'entrée en jeu, vous détruisez un artefact, et pas tout le temps, mais souvent, contre un jeu contrôle, vous sacrifiez avec Stronghold immédiatement. Parce que vous savez que votre adversaire il a 10 cartes en main, s'il joue contrôle, donc il aura une solution. S'il joue un Noxus, il s'en fiche, parce que de toute façon ces sorts de contrôle, il va très peu les utiliser, vous avez peu de créatures. Donc en fait, il va le gérer très facilement. Il va potentiellement le retourner contre vous s'il joue lui-même un Karthas, il gagne des points de vie ensuite. Donc généralement, pas tout le temps mais généralement, vous jouez le Gnome, vous le sacrifiez. Même logique pour le Plague, vous jouez le Plague, vous le sacrifiez pour faire pour sa capacité. Ce sont des cartes qui ne sont pas très chères, mais qui ont un effet d'entrée en jeu direct, et qui vont vous permettre facilement d'être sacrifiés pour Stronghold. Notamment avec Stronghold qui va faire du CA derrière. Voilà. Alors, donc le Plague Vermine, pourquoi? Parce que le Plague Vermine, il vous permet de faire -1/-1 une créature. Donc à la fois, ça vous permet de tuer plus facilement avec Assassinate, qui demande que la créature ait 2 d'attaque ou moins. Ça vous permet de gérer les créatures à un point de vie. Alors qu'est-ce qui est un point de vie? Bah les jeux aggro, vos ennemis naturels, les jeux elfes et les jeux rage. Et puis c'est une créature qui pour un va vous permettre voilà, de détruire une carte et de sacrifier une carte, donc de gagner des points de vie avec Karthas. Le Gnome, bah, le Dispel il est obligatoire dans cette méta, il y a des saloperies qui se baladent, hein. Il y a notamment bah, les Imposaphir qui sont une vraie saleté. Si vous les gérez pas instantanément, vous êtes mal. Hein. En perdant quel point de vie par tour, c'est pas évident d'atteindre les 40 points de vie. Donc le Gnome, que je joue en x4, je dis pas je joue en x4. Hein. Et puis après, cette carte, c'est entre guillemets la carte la moins synergique dans le jeu. Hein. C'est pas une carte qui est là parce qu'elle est forte dans le jeu, c'est une carte qui est là parce qu'elle est forte dans la méta. Étant donné que j'ai déjà un jeu qui est très orienté sur le late game, qui est un jeu qui est fait pour détruire les autres jeux contrôle, j'ai envie d'augmenter mon match-up maintenant contre les jeux aggro. Et cette carte, c'est sans doute l'une des meilleures réponses qu'on puisse faire aggro, hein, vu qu'avec un New Horizon, tour 3 vous la posez, c'est une 2-3, ça tank bien, c'est flying, ça gère une créature par tour, c'est efficace. Contre contrôle c'est nullissime, en plus ça coûte 3, c'est cher à sacrifier. Mais bon, c'est clairement une carte qui est là de manière totalement opportuniste et situationnelle pour me donner une chance contre aggro. Pour le coup, je crois que c'est la meilleure réponse contre aggro. Alors voilà pour les créatures. J'ai dit un mot de l'artefact, j'ai dit un mot du héros, j'ai dit un mot des shrines spéciales. Alors pour ce qui est peut-être de l'équilibre des shrines aussi, vous voyez que ça part un petit peu dans tous les sens, je joue tricolore. Alors évidemment tricolore ça veut dire qu'il y a une certaine instabilité dans le jeu. Une instabilité qui est contrebalancée par New Horizon, qui est contrebalancée par le fait que j'ai pas mal de pioches, notamment grâce à Darius. Mais une vraie instabilité malgré tout. Hein. Clairement, c'est moins stable qu'un jeu bicolore, très clairement. Hein. Je pars du principe que cette instabilité va être compensée par les solutions très fortes que j'ai à la fois contre aggro et contre contrôle. Mais c'est un choix de jeu. Je dis pas que c'est forcément le meilleur. Donc au niveau d'équilibre, on a beaucoup de Shrine Wisdom parce que bah, j'ai envie de faire proc ma capacité assez tôt dans la partie si je suis contre contrôle. J'ai envie éventuellement de faire un New Horizon. Alors, tour 2 c'est rare, sauf contre contrôle, mais en mid-game, j'ai envie de pouvoir le poser. Les 4 corruptions shrine x6 parce que j'ai impérativement quand je suis contre aggro, je veux absolument et je me ligane jusqu'à avoir un corruption shrine et un plague ou une harpie ou un Noxus fume. Mais j'ai besoin contre aggro d'avoir ce corruption shrine à ma main de départ. Et puis seulement 4 dominion shrine parce que j'ai 6 terrains spéciaux. Donc en tout ça fait quand même 10 terrains spéciaux. Sachant que j'ai des New Horizon. Bon. Ça demande peut-être plus de tests, hein, mais bon, ça tourne assez bien en l'état. Je suis vraiment trollé. En fait, c'est vraiment un jeu tricolore de la répartition de terrain. Joue à fond, exploite à fond, abuse le mécanisme du Divine Offering. Hein. Le jour où Divine est nerfé, ce jeu ne sera plus viable. Alors, au niveau des sorts, bon, on a dit un mot de New Horizon. Alors, New Horizon, c'est. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, hein, c'est la carte qui permet à votre jeu tricolore de tourner, hein, qui vous permet d'inclure un petit peu de corruption contre l'aggro. On va inclure le classique Noxus Fume qui est le meilleur sort de gestion anti-aggro du jeu, hein, de très très loin. Pour un, vous gérez une carte, c'est clair. D'autant que c'est une carte que vous pouvez facilement utiliser sur vos propres créatures, ça coûte que 1 pour les tuer, pour gagner des points de vie Karthas, donc ça marche bien aussi. On va jouer le Cataclysme, on le présente pas, le Cataclysme c'est le board wipe du jeu. Hein. Non seulement c'est un board wipe, mais en plus c'est une carte qui va vous permettre de synergiser avec Karthas, hein, qui vous permettre de gagner des points de vie. Si vous avez un Karthas en jeu, vous gagnez des points de vie pour chaque créature tuée de cette manière. Donc c'est souvent votre finish. Le jeu tourne très bien sans Cataclysme, mais avec Cataclysme, vous pouvez gagner beaucoup plus vite. Vous pouvez gagner en 2 tours, passer de 20 à 40 points de vie en 2 tours, sans forcément qu'il y ait un board de full de late game, hein, juste parce qu'il y a 3-4 créatures en jeu, vous balancez une créature, vous balancez un Cataclysme, ça va très très vite. Donc voilà pour le Cataclysme. Alors, pour le coup, le Cataclysme, c'est pas forcément une carte qui est extraordinaire contre aggro. C'est plutôt une carte qui est à jouer contre midrange pour gérer les menaces importantes
et contre late game pour tuer au Cartas au point de vie. C'est une carte qui n'est pas non plus mauvaise contre aggro, parce qu'en mid game, il y a un moment où vous avez besoin de clean de toute façon. Hein. Après, disons que le but du jeu, c'est pas, comme ça peut être le cas dans certains contrôles, comme ça peut être le cas dans certains contrôles notamment, de rampe le Cataclysme pour le poser très rapidement dans la partie. Ne vous dites pas que vous posez Cataclysme T5, vous avez gagné la partie. Non, ça fonctionne pas comme ça, parce que vous jouez contre Orage, vous mettez Cataclysme T5, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez rien joué pendant le tour, vous avez rien en jeu. Votre adversaire, imaginons que c'est Rage, il va vous mettre un Flemme Serpent, il va vous mettre 5 ou 6. S'il a un assaut, un massif assaut dans la main. Donc vous n'êtes pas bien quoi, hein. Vous avez clean le board, vous avez rien fait pendant votre tour d'autre et vous prenez 6 derrière. C'est pas cool. Ou alors vous prenez un Gibo Ronnie, c'est pareil, c'est désastreux. Donc je dis pas que c'est mauvais contre aggro, mais c'est pas fou contre aggro. Disons que Cataclysme ne suffit pas du tout à gagner contre aggro. Et puis là, la dernière carte, pour le coup c'est ma touch. J'ai très longtemps été le seul à jouer Reanimate pour le coup. Hein. Pourquoi Reanimate? Dans Reanimate, donc vous prenez une créature de votre cimetière, vous la remettez en jeu. À quoi ça sert? Et ben ça va vous servir à avoir, si vous en avez besoin, cette gnome. Actuellement il y a un jeu, un OTK heal qui tourne très bien hein, sur ladder. Donc le fait d'avoir cette gnome, ça l'emmerde vraiment. C'est très bien si vous jouez contre aggro avec une build Sharpie, vous posez l'harpie, ah merde il a posé sa boule de feu. Bon, très bien, vous avez fait du 2 pour 1, parce que l'harpie aura tué une créature et en plus aura utilisé une boule de feu. Et derrière, vous posez votre animate, vous reposez une harpie. Là, l'adversaire, s'il n'a pas une boule de feu, il est très mal. Donc ça marche bien pour l'harpie, ça marche bien pour le gnome. Et évidemment, le but du jeu, c'est aussi d'avoir cette cartasse, si vous jouez contre contrôle. Avec cette cartasse, vous avez des chances très raisonnables de gagner la course au point de vie, même contre un jeu Dominion Corruption qui a des succubes et qui les joue en récursion. Le fait d'avoir 7 cartasses, c'est vraiment très violent, hein, pour le coup, dans un match-up contrôle contre contrôle. Voilà pourquoi du comment. On a plus ou moins fait le tour. Maintenant, on va tester un petit peu ça. Je lis un petit peu ce qui se dit sur le chat et on va lancer une partie. Je vais lancer la partie tout de suite. Parce que le but, ça va être de jouer contre un vrai joueur, donc je vais décocher l'IA. Et ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc je lance la partie tout de suite. Ah, ça ramouille. Ok, c'est lui. C'est lui. Donc, hop là, et je lis ce qui se dit. Un peu en retard, mais bon appétit, Célène. Je pense que c'est vraiment à cause des cataclysmes Cartas que les jeux midrange n'existent pas vraiment dans Spellweaver, tout à fait. Les jeux midrange sont vraiment des jeux qui sont bouffés avec une facilité remarquable par ce jeu contrôle notamment. Parce que vous avez trop d'options stall, donc ça peut pas vraiment vous rusher, à moins de jouer un Elite Vanguard très rapidement hein, en order. C'est à peu près la seule carte qui vous embête en order du reste. Dès qu'il pose des tons, bah, vous la gérez avec soit un Plague Vermine plus Assassinate, ou alors un Oxus plus Assassinate, ou alors un Cathédrale plus Assassinate, ou alors un Cartas, ou alors un Cataclysme. Vous avez vraiment trop de solutions. Hein. Vraiment beaucoup trop de solutions. Sans même parler du Helm of Dominion. Alors, Valentin ne donne pas signe de vie. Bon. Alors pour ceux qui seraient curieux, il faut avoir des decklists. On n'aura pas le temps de commenter en détail toutes les decklists que j'ai préparées. Mon but c'était de vous donner un aperçu en gros de quelques-uns des decks forts qui sont joués actuellement. Pas tous, mais quelques-uns. Ceux que j'ai un peu réfléchi, on va dire. Donc je vous conseille de regarder sur Spellweaver Database. Je vais vous filer le lien. Spellweaver Database. Et de regarder tous les decks qui ont été publiés avec l'estampille Aversa Carta entre crochets. J'en ai posté 4 ou 5, 6, j'en ai posté 6 là aujourd'hui. Que je gardais précisément sous le coude. Donc vous trouverez 2 decks contrôle. Donc un deck, le deck contrôle que je vous montre là, et un autre deck contrôle corruption Dominion. Et vous trouverez à côté de ça 4 decks aggro. 4 idées de deck aggro. Différents évidemment. Hein. Donc on aura le temps peut-être de voir une ou deux listes d'aggro, mais c'est tout. Hein.
Ou deux, on peut jouer Cartas sans qu'un Shrine Dominion, Wisdom Corruption, tout à fait. Tout à fait. Bah, Reanimate plus des fausses random du genre le bateau là, je sais pas comment il s'appelle. En mode semi-réanimator. Bon, la partie est en train de charger, hein. Voilà, elle vient de proc. Je switch la scène. Scène Spellweaver. Hop là. Et je joue contre un aggro. Alors contre un aggro, je ne veux pas cette main. Je ne veux pas cette main, pourquoi? Parce que j'ai un New Horizon, c'est très bien contre contrôle. New Horizon plus terrain. Bon, il abandonne. New Horizon plus terrain, c'est très bien contre contrôle. Mais alors, j'ai absolument pas envie de jouer un New Horizon T2 contre lui. L'assassinate, c'est bien. Mais j'ai pas de Cathedral of the Night. L'Harpie, c'est bien, mais j'ai pas de plague, j'ai pas d'Oxyfume. Cette main, elle est un peu légère. Elle a des possibilités, hein. Il y a quand même Assassinate plus Harpie. Mais elle est quand même légère, d'autant que j'ai pas de terrain corruption, donc je ne veux pas cette main contre Rage. Je reroll. World of Knowledge. Oui, World of Knowledge, c'est très sympa. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que... Bon, faut voir ce que tu joues en corruption. Il faut pas que tu demandes plus d'un point de niveau en corruption. Après, World of Knowledge, c'est une carte qui, je trouve, a un vrai potentiel. Le seul problème, c'est que c'est dur de l'intégrer dans un jeu qui a plus de... qui a ne serait-ce que 2 en level wisdom. Il n'y en a pas beaucoup des jeux qui ont 2 level wisdom. Alors plus, j'en parle même pas. C'est un peu le problème, je trouve, de cette carte. Le seul défaut. Mais si on arrive à deckbuilder un jeu fort avec au moins 2 levels de wisdom, c'est une carte que je penserais très sérieusement intégrer. Très sérieusement. Ça, c'est mieux déjà. J'ai un Assassinate et j'ai un Oxus Fume. On va garder cette main. Bon, je joue T1 apparemment. Ou pas. Moi, ce qui m'embête avec Reanimator, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sorts de réanimation, justement. C'est vraiment ce qui me chagrine. Là, j'ai envie de tenter ma chance. J'ai envie de commencer par faire un Divine sur le Gnome. Voilà, pour essayer de choper un terrain spécial. Bon, ça n'a pas marché, tant pis. Alors, par quoi est-ce que je commence? On va quand même commencer par le Corruption Shrine. On va jouer la sécurité. Mais là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux aussi commencer Dominion pour Assassinate ou Wisdom pour piocher. Enfin, mauvaise idée de piocher, mais bon. Alors, il a l'air d'avoir un départ lent. Donc, du coup, je regrette de ne pas avoir commencé par Wisdom. Hein. Mais bon, je peux pas le deviner. On va piocher. Hop là. Et alors, ce plaque vermine, je suis pas obligé de le jouer tout de suite. Je préfère garder la surprise. Je suis pas obligé de le jouer tout de suite. Parce que j'ai pas des problèmes de curve monstrueux. Enfin, j'ai pas la nécessité de curver nécessairement au tour prochain. Très bien. Alors là, j'ai le choix entre laisser taper et faire New Horizon. Mais ça n'aurait pas un grand intérêt de faire New Horizon maintenant, je trouve. Donc je pense que je vais gérer ça. Il faut pas laisser de répit au jeu rage. Je vais gérer ça. Et je vais monter dans le level de Dominion. Ouais, on va la jouer comme ça. Ah, d'accord, c'est un jeu chaman. Ça explique son départ un peu lent. Alors si c'est un jeu chaman, écoutez, si c'est un jeu chaman, j'ai envie d'abuser un petit peu. Il n'a pas posé de créature, donc je vais le punir. Je vais le punir. Hop là, en jouant les prérequis directement. En mode sanction. Alors j'aime pas trop faire un New Horizon sitôt de la partie. Parce que j'aime bien avoir joué au moins un cathédrale ou un stronghold. Il aurait été intelligent de ma part de faire un Divine Offering d'abord pour virer par zone assassinette et essayer de choper un sort de gestion. Bon, tant pis. Là, contre un jeu rage, j'aurais pas besoin de 3 strongholds par exemple. Donc on va virer ça. Et je vais peut-être virer le Helm of Dominion qui, contre un jeu chaman, ne sera pas d'une très grande utilité, je pense. Alors ça n'arrive jamais contre un jeu rage normal. Hein. C'est vraiment parce que c'est chaman. Cette situation... elle est rarissime, hein. C'est pas du tout représentatif de ce qui se passe normalement. Alors pas du tout. Ça c'est un problème. On va laisser mettre 3 je pense.
On va le laisser mettre 3. Par sécurité, on va peut-être poser... Non, on va piocher, on va laisser mettre 3. On a un cartas pour le gérer au prochain tour. Je peux encaisser 3. Encore une fois, ce scénario de partie n'est pas représentatif. Ah, il met 6. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment rarissime de jouer ça. C'est vraiment rarissime. Ça m'arrange pas du tout, mais c'est rarissime. Ça c'est level 2. Je vais poser un cartas. On va détruire une carte. Alors, est-ce que je laisse mourir pour prendre 3? Je vais peut-être le mettre en ligne arrière. Je pense que je vais le mettre en ligne arrière ce cartas, quitte à prendre 3. Parce qu'au tour d'après, je peux vraiment faire vraiment gagner des points de vie à mort avec des plagues et avec des Noxus Fume. Donc je vais plutôt le préserver un tour. Et je vais reroll un Assassinate, je pense. Ah, très bien ça. On va prendre la cathédrale pour gagner des points de vie. Je m'attendais pas à ça, ça m'a surpris pour le coup. J'aurais peut-être pas joué comme ça si je me m'étais imaginé qu'il jouerait ça. D'accord, donc là il pioche à mort. C'est pas très grave. Voilà, effectivement là il me l'aurait géré mon cartas. Ça m'aurait pas des masses arrangées. Voilà, je vais faire un CA de fou là. Enfin un CA de fou, non pas un CA de fou. Je vais surtout gagner des points de vie comme un malade. Alors. D'abord. 1. 2. Le plat qui fait gagner 4 points de vie, hein. C'est toujours rigolo. Hop là, je remets devant. 3. On se met bien. Je vais peut-être reroll... Je vais garder un assassinat quand même. Ah, ça marche pas tellement ça. Allez, comment gagner 10 points de vie en un tour? Alors niveau CA par contre, vu qu'il en a 2 et que j'ai pas de gnome, c'est pas la fête, hein. C'est pas vraiment la fête. De toute façon on peut pas gagner en CA contre un jeu chaman qui vous fait la sortie double Totem of Legend, hein, c'est pas possible. Mais c'est pas très grave, parce que même si mon jeu pioche moins que le sien, mon jeu fait plus de CA que le sien. Parce que moi je suis un vrai contrôle, lui c'est plutôt un mid-range piochant, c'est pas un vrai contrôle. J'attends très patiemment mes gnomes. Hein. Je vais pouvoir commencer à piocher vu qu'il met pas trop de mana sur le board. Ah, ça va jouer la boule de feu. Ou le Word of Fire peut-être. C'est pas catastrophique, il a fait son taf le Cartas. Il m'a fait gagner 10 points de vie. S'il me le tue, il m'aura fait gagner 14 points de vie en tout. Il aura en plus géré une bête. Je sais pas ce qu'il fait là. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il lui donne Swift très bien, mais il a déjà attaqué. Donc là, il a fait un misplay. Il pensait qu'il avait autant de phases d'attaque qu'il voulait en fait. Donc là, il a clairement misplay. Bah, son jeu, à mon avis, est pas super optimisé en fait. Il a fait une bonne sortie, mais son jeu est pas super optimisé à mon avis. On va reroll cette cathédrale. J'aurais dû piocher avant de reroll la cathédrale, soit dit en passant. On pioche. On pioche. Alors, il peut toujours faire proc le Swift pour le passer en ligne d'attaque. Donc, je vais peut-être le gérer au cas où, quand même. Encore que non. Non, je vais pas le gérer. Je vais tout simplement garder un assassinat d'open. Ça, c'est... Ah non, c'est... Bah, regardez, ça coûte que 1, donc on va jouer l'harpie. C'est parfait. L'harpie qui va me faire gagner 2 points de vie gratos. Donc là, je pense honnêtement qu'il a vraiment aucune chance. Hein. Vous voyez que
Les cataclysmes, je les garde précieusement, parce que c'est une carte qui peut être game breaker, mais je m'en sers assez peu en fait. Je m'en sers assez peu. Contre contrôle, c'est un finish. Contre aggro, vous en jouez un dans la partie généralement, et assez tard, plutôt vers la fin de la partie. Parfois, vous en jouez pas du tout. Donc, c'est une carte importante, je suis content d'en avoir de ma main. Mais bon, voilà, c'est pas la carte qui est vraiment game breaker. Enfin, c'est pas la carte qui fait le jeu. Voilà, on va le tourner comme ça plutôt. C'est pas la carte qui fait le jeu. D'accord, donc là, il me gère 2 bêtes. Alors ça, c'est dommage, il aurait dû attendre pour la boule de feu, hein, attendre de tuer d'abord mon Cartas. J'aurais gagné 2 points de vie moins. Mais ce monsieur fait quand même pas mal de misplay. Bon, j'ai perdu un Cartas, il m'en reste 3 et 3 Reanimate. Donc il me reste encore 6 Cartas. Il est pas encore au courant de ça, je pense qu'il va pleurer quand il aura entrevu. On pioche tranquillement, il met pas de menace, donc j'ai pas besoin de réagir. J'ai un assassinat d'open de toute façon. J'attends tranquillement, là j'ai bientôt gagné. Prochain tour, je peux faire Cartas plus comment ça s'appelle, plus un Vampiric Touch. Qui fera son petit effet. Très bien. Je peux même faire Cartas. Attends, est-ce que j'ai gagné la 4 ? 2, 4, 6, 8. Non, j'ai pas gagné. Mais j'ai presque gagné là. Donc là, on va faire le classique. Hop là, Cartas. Est-ce que je fais Cataclysme? Est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire de faire Cataclysme là. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, non. Je suis pas obligé de Cataclysme là. Je peux jouer plus safe. Je peux la jouer comme ça. Je pense que c'est mieux de jouer comme ça d'ailleurs. Un peu moins all-in. Voilà. Je passe à 37. S'il veut gérer ma bête, je passerai à 39 de toute façon. Si les deux s'entretuent, j'ai gagné. Ah bah s'il fait ça, il a perdu. Hein. S'il tue sa bête sur la mienne, il a perdu. Il a fait énormément de misplay ce joueur. Il a vraiment fait énormément de misplay. Bon bah GG. Voilà, bon c'est un jeu qui gagne en renant les 40 points de vie. Parfois vous gagnerez en mettant l'adversaire à 0, mais c'est rare. En principe c'est aux 40 points de vie que vous gagnez. Il va en refaire une, allez on accepte. Ça évitera d'avoir 200 ou 300 secondes de temps d'attente. Alors cette main elle est bonne, mais j'ai pas de terrain corruption. Je pense que je vais quand même la tenter, parce qu'elle est quand même sympa. Elle serait parfaite si j'avais un corruption shrine. Ah, un corruption shrine, pardon. Si j'avais un comment ça s'appelle, je vais y arriver, excusez-moi, un Cadre of the Night, elle serait parfaite. En l'état, elle est pas mal. J'aime bien le double plague. Encore que, non, j'ai des bêtises. En fait, elle est pas mal contre Rage, elle est moins bien contre Shaman. Je me suis un peu fait bait alors que je viens juste de jouer contre lui. Bon, bah, ça sera Wisdom. Il a un jeu lent, donc tant pis, on va en profiter pour piocher. Du coup, contre un Shaman, c'est pas forcément si mal. Il a pas l'air de jouer 8 et 1, comme certains Shamans. Donc, du coup, c'est pas si mal, en fait, de commencer par Wisdom, en fait. Tout compte fait. Alors là, on va aller chercher le terrain en corruption, pour le coup. Comme ça, au tour prochain, je peux soit gérer une carte, soit piocher. Je pense que je vais piocher. Il va sûrement... Voilà. Là, je pioche clairement. Sans hésitation. Tant qu'il fait rien... J'aurais pu poser l'harpie, mais ça sert à rien de la poser maintenant. Elle prend une boule de feu, c'est fini. Non. Je veux être sûr qu'elle tue au moins une créature. Je veux être sûr qu'elle fasse du 2 pour 1. Comme il n'y a pas de menace, j'ai aucune raison de surréagir, donc je fais du CA. C'est ça, le cataclysme, il est pas essentiel dans ce jeu-là. D'ailleurs, je pense que une possibilité, c'est de jouer 4 assassinettes et seulement 3 cataclysmes. Je pense que c'est totalement viable, honnêtement. Ben voilà, parfait. La Cathedral of the Night. Toujours très content de l'avoir. Et puisque j'ai un New Horizon, alors j'ai pas besoin de le jouer tout de suite mon New Horizon, je vais plutôt piocher. Voilà. Et puis, il a pas beaucoup de créatures à un point de vie que je peux bait avec ça. S'il en a, j'ai des bêtises. Il a le Shaman 1-1 et il a le Disciple of Zac. Donc il en a 2, donc je vais pas jouer mon plaque maintenant. Je vais plutôt essayer de bait. Voilà, il me laisse jouer pendant 4 tours. Très bien. Hein. Moi ça me va. Moi ça me va très bien. Alors on va virer un cataclysme, hein, tellement on n'a pas besoin.
Alors, bon, on va gnomer déjà. J'ai pas envie qu'il pioche toute sa main. Enfin, tout son deck, plutôt. On va gnomer. Je pourrais jouer un plaque pour gérer ça, mais je le force déjà à jouer une carte pour ça. Je suis à 20, j'ai pas besoin, je vais plutôt piocher. J'ai pas besoin de surréagir. Là, déjà, je le force à poser une carte pour le gérer, ou alors à perdre son board. En me mettant 0 points de dégâts. Ce qui est pas très agréable. Ben, c'est assez stable grâce à Divine Offering et grâce au New Horizon, oui. Alors, vous voyez. Alors là, je suis un peu triste parce que en 2 parties, j'ai pas pioché un seul Helm of Dominion et je joue des Helm of Dominion pour ça, justement. En fait, le cataclysme n'est pas nécessaire dans le jeu, enfin, n'est pas nécessaire, est moins important dans le jeu, entre autres parce que vous jouez des Helm of Dominion. Donc je suis un peu mad là pour le coup. J'aimerais éviter de prendre 5. Alors, je peux le gérer pour 2. Je perdrai 2 cartes, mais étant donné que j'ai le CA, c'est pas gravissime. Je peux le gérer pour 2. Je pourrais reroll avec un Divine Offering, voir ce que je pioche, mais qu'est-ce que je virerais? Je virerais peut-être ça. Je vais reroll un plaque vermine. Je vais garder mon cathédrale pour monter le prérequis. Très bien. Donc je vais monter mon prérequis ici. 2, 3, 4. Est-ce que je gère pour 4? Ah non, mais il a un niveau de 1, j'avais pas vu. Bah c'est parfait, il n'y a pas à réfléchir du coup. Donc là c'est New Horizon. On va chercher le dernier Cathedral of the Night pour pas le piocher, hein, j'en ai déjà un. Et sur Harpie. J'ai pas l'habitude de voir une 5-4 tour 4 qui a que 1 de prérequis. C'est pareil pour le gros golem 4-4 de Dominion. Un gros ton mais qui a seulement un level de 1. On n'est pas habitué. Mais oui, la mécanique du Divine Offering fait que ce jeu est relativement stable. Vous voyez, il a fait du 2 pour 1. Il a géré un T4, il a géré un T2. Parfait. Alors, on va piocher. Alors, là, j'ai 10 milliards de possibilités pour gérer ça. Hein. Je peux peut-être commencer à gagner des points de vie maintenant, hein, histoire d'abréger un peu sa douleur. Je pourrais le Noxus, je pourrais... j'ai plein de possibilités. Là, j'ai un Cartas, un Reanimate, donc je vais commencer à gagner des points de vie. La seule chose qui me gêne, c'est que j'aurais bien aimé curver pour piocher. Mais bon. On va la jouer comme ça, et on va garder un Execute Open comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dur. Mais c'est fort l'Harpie, c'est vraiment très très fort. Hein. Je jouerai pas dans une méta full control comme c'est de la close bêta, mais dans cette méta semi-aggro, y a pas de souci. Ah, il a pêché son Lightning Totem. Très bien. Ça me va. Ah, là, j'ai une main dégueulasse. Hein. Peu importe ce qu'il pose, j'ai la solution. Il manque juste le Helm of Dominion et la main elle est parfaite. Elle a réponse à tout. Bon, bah, puisqu'il fait rien, on va commencer à gagner des points de vie. Hein. Alors, je pourrais le tuer tout de suite. Je suis pas obligé de le tuer tout de suite. Ça, je vais garder pour gagner des points de vie aussi. On va peut-être virer un Oxusum. On va piocher. Alors, là où je suis un peu mal, c'est que j'ai pas pioché de Stronghold non plus. Ah, ben voilà le Helm, très bien. Alors, on va gagner des points de vie déjà. Hein. Hop là, je gagne 2 points de vie. Avec ça, je gagne quel point de vie de plus? 4 points de vie plus, voilà. Et on va gérer ça. Et donc là, dans l'idéal, j'aurais joué Stronghold hein, pour sacrifier mon gnome. Bon, là c'est pas possible, tant pis. Le jeu qui a réponse à tout, hein. Vous posez des spells, j'ai du dispel. Vous posez des tons, j'ai des Cartas et des Helm of Dominion. Vous posez des petites créatures, j'ai des Noxus, des Assassinés, des Harpies. Le jeu il a un peu réponse à tout. Le problème c'est de les piocher. Comme c'est un tricolore, forcément c'est moins stable qu'un mono ou qu'un bicolore. Donc le problème c'est de les piocher. C'est un deck qui pioche bien, c'est un deck qui stall bien, donc voilà. Le deck a potentiellement réponse à tout. Maintenant, il n'est pas parfait pour autant parce qu'il faut encore qu'un deck pioche correctement. Il faut qu'il sorte dans le bon sens, on va dire. Alors, il me gère 2 bêtes, très bien, il me donne 4 points de vie et il perd son tour pour ça. Donc c'est quand même pas fou. On va piocher. J'ai encore de quoi réanimer mon Cartas, donc on est bien. On va poser une petite créature pour le forcer à réagir. Ouais, une petite harpie. Ça, c'est vraiment pour le forcer à poser une créature. Parce que quand vous jouez ce genre de deck, ce qui vous emmène le plus, c'est quand votre adversaire il joue en contrôle et qu'il pose pas de créature. Et là, c'est pénible. Et là, c'est vraiment pénible. Ah, parfait, il a posé une bête. Alors, est-ce qu'on peut le finir là? On va compter.
Ah ben, le Stronghold, parfait. Alors, est-ce qu'on peut le finir? Alors, déjà, j'ai besoin de réanimer mon Carthas. Voilà. On va piocher, c'est gratuit. J'aurais pu attaquer avant, hein, mais je sais que je ne mettrai pas à 0.18 de toute façon. Bon, voilà, j'aurais pu faire par acquis de conscience, mais je sais que je le ferai pas. Ben oui, on a gagné. Hop là. Hop là. Je sacrifie. Hop là. Hop là. Et voilà. Le jeu est moche, hein. Mais il est tellement bon. Voilà. Reliris. Carthage voit minimum pas torrent de vie quand c'est Dekra qui meurt. Ouais, je sais pas. Allez, on va en relancer une. Ça serait bien de tomber contre un match-up contrôle pour changer un petit peu. Là, on a vu deux aggro mid-range, on va dire des mid-range agorisants. Ça serait bien de tomber contre un petit jeu contrôle. Alors, ce jeu, le jeu que je joue, ce Darius, c'est un bouffeur de contrôle. Hein. Il a été designé à l'origine pour bouffer du contrôle. Il est moins fort contre aggro contre contrôle. Ça veut pas dire qu'il est god mode contre les contrôles. Sonéon, qui est un très gros joueur de contrôle, qui connaît le contrôle par cœur, saura faire des decks qui m'emmerderont. Contre Sonéon, je fais péniblement du 50% de victoire avec ce jeu-là, contre ces jeux contrôle. Mais à part les jeux de Sonéon, très honnêtement, ce jeu bouffe les contrôles ennemis, quoi. Il les bouffe. Sauf vraiment, sortie désastreuse, le mec il a double impose à faire et vous, vos 4 gnomes sont dans les 8 dans la 4 de votre bibliothèque. Ça m'est déjà arrivé, rigolez pas. Mais à part ça, en principe, ça se passe bien. Une crâne vampire, c'est pas une idée sotte, c'est assez background. J'aime pas les cartes dépendantes du match-up. Ben oui, dans l'idéal, on veut des cartes qui sont bonnes tout le temps et pas des cartes situationnelles, entre guillemets. Mais en même temps, quand on fait un jeu, c'est pas pour faire un jeu intrinsèquement bon, c'est pour faire un jeu qui va gagner concrètement contre les jeux qu'il va rencontrer. Donc on est obligé de jouer des cartes dépendantes du match-up. Même si effectivement, d'un point de vue intellectuel, c'est toujours un peu frustrant. Je suis d'accord. Alors Rave Raito, ça c'est vraiment mauvais par contre. Hein. C'est pas dépendant du match-up déjà, c'est juste mauvais en fait. C'est juste ultra situationnel. J'aime pas cette carte. Dans une méta mid-range, ça serait très bon, hein. Mais là, je vois pas l'intérêt. Il revient comme une 1-1. De la même manière, si avec des spinats tu voles un Dusty Titan, il revient comme une 1-1. Comme si tu avais payé 0 pour le poser en fait. Uniquement le coup de base. Mais déjà, je comprends pas. Déjà, cette carte en soi, elle est pas très bonne. Et en plus, c'est no order. Encore plus situationnel. Enfin, même si les cartes, elle avait pas cet handicap du détruire une créature non order, même sans ça, elle serait pas folle quoi. Elles ont été supprimées ces cartes Selene. Les cartes de Expel, je sais pas comment elles s'appellent, qui permettent de détruire une malédiction ou une bénédiction, ont été retirées du jeu carrément. Tellement ils sont inutiles. Elles auraient pu à la rigueur être utiles en limité, mais là elles ont carrément été supprimées. C'est des cartes un peu connes, oui. Je suis assez d'accord, Selene. C'est des cartes un peu connes. Alors, est-ce que nous procons sur un jeu contrôle, hein, ça serait parfait. Hein. Si Selene était là, j'aurais pu lui demander de jouer un contrôle classique. Mais il fait le mort. Pourtant, je l'ai bipé, hein, mais... Il m'a écrit à 6h28, à 18h30, et j'arrive TS dans quelques minutes. Ouais.
Bon, bah il a du mal. Ah, on est que 54 joueurs en ligne là. C'est marrant, c'est par pic. Hein. Il y a 2 jours par exemple, il y avait 450 joueurs en ligne. Il n'y avait pas d'event particulier, c'est juste qu'il y a des pics dans la journée quoi. Et là, c'est vrai qu'à 20 h, bah il n'y a plus grand monde. Hein. Faut rappeler que là on est dans la bêta open, mais on est dans une bêta open qui est réservée uniquement pendant une semaine aux bakers. Donc il n'y a pas grand monde actuellement. C'est la clause open beta si vous voulez. C'est le jeu de mots qui revient tout le temps. Je ne fais que le rapporter. Bon bah écoutez, si dans 30 secondes ça n'a pas lancé, tant pis, on va lancer contre l'IA, ça fait chier mais bon. La mage blondinette actual Spellweaver sur le site. Je sais pas ce que tu veux dire. Oui, c'est la VIP bêta, c'est ça. Au baker, au boulanger. Ah! Je vais dire quoi? Je vais dire bac, c'est ça? Je tiens à dire que la phonétique anglaise n'est pas logique, putain de merde. Elle est juste pas logique, quoi. En français, je suis d'accord pour dire que il y a une distorsion entre l'orthographe et la prononciation, que c'est pas forcément très facile de savoir comment ça se prononce, mais il y a des règles phonétiques strictes qui s'appliquent. Alors qu'en anglais, c'est un bordel monumental quoi. Hein. C'est pareil, placer les accents en anglais, en espagnol c'est simple placer les accents. Ça obéit à des contraintes rythmiques qui sont fixées, il y a des règles. Alors qu'en anglais, t'apprends le mot, t'apprends l'accent avec, sinon ça marche pas. La phonétique anglaise est totalement illogique. Merci pour ton soutien. C'est vrai, je sais pas. Peut-être un futur héros ou une future carte, je sais pas. Ils ont fait l'artwork, ça serait bizarre qu'au milieu des autres elle ne fasse rien. En tout cas, on la connaît pas encore. Ce serait une question à poser à Ivko et à Crip. Bah écoutez, là, 400 secondes, ça fait beaucoup quand même. Hein. On va lancer contre l'IA, ça ne fait pas spécialement plaisir, mais... On va se payer un Nepharos encore. Bah voilà, un Nepharos. Oh, bah, au moins, vous aurez testé le match-up aggro. Alors, vous voyez cette main, elle est pratiquement parfaite. Il manque juste un Shrine Corruption. Alors, on met un Shrine Corruption, on met une Cathedral of the Night et elle est parfaite. Cette main, elle est aussi bien. Elle est très bonne cette main. Vous voyez quand même les possibilités de anti-aggro hein, du jeu. Hein. C'est quand même assez violent. Et je pense que je vais directement... Alors je vais pas reroll le Helm of Dominion. Je vais reroll le Karthas. Je n'ai pas besoin tout de suite. Le Helm of Dominion c'est utile parce que Nepharos il joue des tons quand même. Hein. Même s'il joue le Minotaur, la 5-3 là, la 5-3 tour 4, j'ai envie d'avoir un Dominion pour l'accueillir. Ce Minotaur, il arrive vraiment dans un moment creux pour ce jeu. C'est une carte qui est dangereuse pour mon jeu contrôle. Parce qu'en fait, il arrive un tour trop tôt pour le Helm of Dominion. Et un tour 4 qui force déjà un cataclysme, c'est quand même problématique. Donc c'est une très bonne carte ce Minotaur. Hein, le Fenly, je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle en anglais. Bon, on pioche. Ok. On gère ça aussi. Et puis comme c'est un bot qui s'en fiche, hein, je peux pas le bait, je vais jouer mon plague, on va curver. Parfait. Parfait. Il a passé son tour pour gérer une 1-1 et il m'a juste mis une 1. Donc pas de menace, je peux décider de l'ignorer, donc je vais l'ignorer hein, tout simplement. Hein. Donc Wisdom Shrine, je vais monter mes prérequis. Encore une fois, j'aurais dû faire mon Divine Offering avant, j'étais bête. Et encore une fois, je peux me permettre de virer les Strongholds dans ce match-up. On va en virer un en tout cas. Ah mais le Minotaur il est affreux, 3 points de vie c'est dur à gérer, 5 d'attaque ça meurt pas sur Assassinate, 3 points de vie ça meurt ni sur Plague ni sur Noxus, c'est une vraie saloperie hein. Alors, évidemment il faut la boule de feu c'est génial mais bon vous n'avez pas forcément toujours la boule de feu. Alors ça c'est pénible, Rest Storm qui arrive si tôt dans la partie c'est pénible tant que j'ai rien pour l'accueillir. Ça c'est un problème, ça j'ai surtout pas envie de tuer, donc je vais piocher. Bon, ça c'est un problème par contre, hein. C'est un vrai problème. J'ai pas de cataclysme, j'ai pas de gnome, et il arrive beaucoup trop tôt.
Donc on va piocher. C'est pas spécialement beau, mais bon. On va tempo comme ça. 3 points de vie, c'est difficile à gérer pour lui. Là, je suis pas très bien parce que je me fais un peu troller sur mes draws là. Et lui, il a son RSS qui arrive un peu tôt, malheureusement. Alors là, c'est pareil, un move débile. Hein. Un move nuissime. Ah, les Cartas, ils sont bien gentils, mais je pense que je vais jouer en Cartas tout de suite. Hein. Ouais, je vais jouer en Cartas tout de suite. J'ai pas grand chose de mieux à faire de toute façon. Cartas. On va gérer ça. Hop là. Vous voyez qu'il vient vite quand même ce Cartas. Hein. Et vous voyez que pour l'instant, dans toutes les parties que j'ai faites, à aucun moment j'étais trollé par mes terrains. À aucun moment j'ai eu le problème d'aspect. Hein. Voilà, les Cartas ça va quoi. C'est le quatrième que je pioche depuis le début de la partie. Alors, hop là, on va prendre ça. On va tuer ça. Enfin, ça m'ennuie pas de prendre un par tour, je m'en fiche. Mais en le tuant, je vais gagner 4 points de vie et je pourrais mettre un cataclysme qui va tout raser. Donc on va pas s'en priver. Puis là, il faut que je commence à abuser de la pioche parce qu'il faut vraiment que... Maintenant que j'ai stabilisé le board, il faut que je vire cette chose-là. Alors, il faut toper que j'en tue un parce que sinon, hein, il fait sa capacité sur moi et il me le tue avec 2 zombies. Là, il pourra pas sans ajouter une carte. Ah bah, il peut faire ça aussi, évidemment. Au moins il passe son tour, il met que 4. Il passe son tour, il me met 4 et je gagne 4. C'est pas catastrophique, ça va. Bon, au niveau CA, je suis pas très bien. Au niveau CA, lui, il est plus que mal, mais moi je suis pas très bien là. J'ai pas beaucoup pioché. Ah bah parfait. Vous m'entendez beaucoup dire parfait, hein. Je suis désolé. Que le jeu a tellement de possibilités de pioche, ouais, c'est pareil. Ça, c'est aussi un top deck, la Cater of the Night. Hein. Il y a tellement de cartes fortes que... on va gagner des points de vie, c'est gratuit. Bon, toujours pas de gnome par contre, j'aimerais bien avoir ce gnome. Ça me ferait plutôt plaisir. Alors, on pioche une fois. Ah bah voilà le gnome. On va le jouer tout de suite je pense. Oh, oui, oh. Je curve. Je peux jouer des trous tout de suite. Ah si, remarque, il peut me faire de la défausse. S'il me fait la défausse, je serai dans une mer de noir. Donc je vais plutôt jouer mon gnome tout de suite, être sûr de pouvoir le jouer. Voilà. Un second restless. Ah ouais, voilà le second gnome, très bien. Là j'aimerais bien avoir mon Stronghold, ce serait pas mal, ça accélérerait mon jeu un petit peu. On va pas hésiter à matar. Bon, je lui mets 2 pour le plaisir, mais bon, je sais que je vais gagner au point de vie, je vais pas le tuer comme ça. Bon. On pioche. On pioche. Bon, je pourrais attaquer avant, mais encore une fois, je sais que j'ai gagné et je sais que je ne tuerai pas au point de vie de toutes les façons. Donc, peu importe. Allez. Avec un struggle, j'aurais déjà gagné. Hein. Vous voyez les cataclysmes, je m'en sers peu. Hein. Je m'en sers vraiment peu. Hein. Bon là il me fait gagner, mais je pouvais gagner sans quoi. Hein. Concrètement je peux gagner sans. Là regardez, en fait j'ai pas besoin de cataclysme, je gagne uniquement en faisant ça. C'est tout. Donc vraiment le cataclysme il est bon, c'est une bonne carte, il faut le jouer de toute façon, hein, mais c'est pas ce qui vous fait gagner. Vous n'êtes pas censé en avoir besoin, c'est un accélérateur. Oui, le potentiel est très sympa, Nip. J'ai essayé de fabriquer des réanimettes un peu comme ça, mais c'était pas très stable. Mais en tout cas, je trouve que le World of Knowledge, la version Wisdom, a vraiment un énorme potentiel. C'est vraiment très très bon. Moi, je regrette juste qu'il n'y ait pas plus de sorts de réanimation, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Réanimaton. D'autant qu'en plus, au Magic, j'étais un gros joueur de réanimator. Donc... mais qu'est-ce que t'appelles Guardian? Ah, en ton, tu veux dire?
Mais le problème c'est que le Guardian, c'est pas ça qui te fait gagner contre un jeu aggro en fait. Hein. Parce que ça vient tard, parce que le mec il attend de piocher et de le gérer. C'est très bon, je suis d'accord, mais ça te fait rarement gagner contre aggro. Enfin, de mon expérience, ça a rarement fait la diff contre aggro. Oui, il est Faithful Angel, ouais. Ouais. Ça remplace son cataclysme, d'accord. Bon écoutez, je vais vous présenter un peu les agros maintenant. Alors, pour ce qui est des agros, concrètement, il y a deux familles pour agresser. Il y a deux archétypes différents d'aggro qui existent, alors avec un nombre infini de variations, et je vais vous présenter l'une de ces variations. Ça sert à rien, je vous présente un deck mono gobelin ou un deck mono elfe, vous les connaissez. Hein. Donc je vous invite à aller sur Spellover Database, vous trouverez 10 milliards de listes comme ça. Donc on va tester des jeux un petit peu plus originaux, mais qui marchent bien pour le coup. Hein. Donc l'un des aggros les plus joués sur le ladder actuellement. Joué par Get notamment, le numéro 1. Alors, il y a deux archétypes d'aggro sur le marché actuellement. Le premier archétype d'aggro, c'est un archétype qui va reposer uniquement sur une carte. Mais une carte que vous avez 100% de chance de piocher dans la partie. C'est Neva de base. Le fait de pouvoir poser une créature et de lui donner Swift instantanément, c'est génial. C'est génial parce que des cartes comme ça, Jungle Death Trap, ça devient monstrueux. Pour 3, vous mettez 4 points de dégâts et en plus l'adversaire doit poser une créature pour gérer cette 4-4. C'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Vous mettez pour 3, vous mettez 4 et vous gérez une créature adverse. Contre contrôle en plus, vu qu'il y a souvent il n'y a pas beaucoup de créatures, ou alors des créatures chères à la cartasse, ça l'emmerde énormément de devoir poser. Parfois il ne peut pas poser de créature au tour 3 hein, en face de votre Jungle Death Trap. Et donc il se reprend 4 derrière. Cette carte c'est vraiment extraordinaire avec Neva. Qu'est-ce qu'il y a comme carte très très bonne? Le Sunchaser. Sunchaser qui est très drôle. Sunchaser. Pareil, hein, pour 3 vous posez une 4-4. Vous payez 1 de plus et vous la faites attaquer sourcil. Et en plus elle a 4 de speed, donc l'adversaire ne peut pas la bloquer. C'est royal, hein, quel point de dégâts gratuit. Donc clairement, Neva aime bien ces cartes là. Alors après il y a d'autres cartes qui sont rigolotes évidemment. Alors si vous voulez du côté de rage, avec Neva vous adorez jouer des Gibbon Ronnie. Hein. Pour 3, vous posez 2-2-1 et vous rajoutez 1 et vous mettez quel point de dégâts. Si vous avez un massif assaut, vous mettez 6 points de dégâts. C'est pareil, c'est dévastateur. Vous adorez jouer ça aussi si vous voulez splasher avec du rouge avec le Hunting Gigantodon. Qui pour le coup est une carte qui est tout à fait décente en fait dans ce jeu là. Pour 4 vous mettez, pour 5 vous mettez 5. C'est honnête hein. Donc quand vous regardez le Flemme Serpent, pour 4 vous mettez 5. Mais c'est 4 avec un level de 2. Là c'est 4 avec un level de 1. Donc l'un dans l'autre c'est pas mal. D'autant qu'elle meurt pas à la fin du tour celle-ci. Donc pourquoi pas. Elle a un peu moins de speed aussi, je vous l'accorde. Du côté de Wisdom, ce qui va vous intéresser, ça va être les créatures qui ont 3 de speed, hein, comme la Libré Garde. Bon, il n'y a pas beaucoup plus de synergie. Alors du côté de corruption avec Neva, il y a des choses assez intéressantes. Et c'est Asaraz, un membre gardien qui a vraiment exploré cette voie-là. Vous avez le Bedevil Fiend, le Minotaur, c'est plus simple. Pour tour 4, c'est une 5-3. Donc en gros pour 4, c'est pareil, hein, pour 4 vous mettez 5. Pour le coup c'est vraiment intéressant. C'est compliqué à gérer parce que ça meurt pas sur Assassiné, ça meurt pas sur Noxus, ça meurt pas sur Plague, ça ne va pas sur Cathédrale. Donc ça esquive plein de contrôles. C'est une carte qui souvent va générer finalement du cas d'avantage hein, de la part de celui qui le pose. Parce que l'autre veut le gérer à tout prix à cause de 5 points de dégâts. Sauf qu'il y a 3 points de vie quand même. Et surtout ça tape à 5 au tour 4. Donc ça avec Neva c'est très drôle. Avec Neva vous aimez beaucoup aussi jouer des choses comme ça. Par exemple Dread Knight, hein, c'est rigolo. Pour 5 vous mettez 6. Et en plus, il y a une... certes elle a 15 speed, mais elle condamne un bloqueur en le mettant sur la ligne de défausse. Donc c'est rigolo aussi. Donc en corruption, vous avez des synergies sympas avec cette capacité. Après côté Dominion, alors côté Dominion, à ma connaissance, ça n'existe pas. À la rigueur, ça me paraît pas fou, mais on peut toujours imaginer des choses à base de... où est-ce qu'elle est? À base de la Temptress of Deceit. Je suis pas forcément convaincu, mais pourquoi pas. Ça synergise bien, ça c'est sûr.
On peut imaginer des trucs à base de le Thunderstorm Titan qui est une bonne carte d'aggro, hein, mine de rien, c'est sympa. Pour 4 ou une 4-4, c'est pas évident à gérer. C'est solide, hein. Le Subblade Assassin à la rigueur. Bon, c'est un peu moins sympa. Encore que pareil, avec le Shadow Step Assassin, vous garantissez de tuer une créature, pourquoi pas. C'est quand même pas dégueu. Donc voilà pour la capacité de Neva. Et puis évidemment, ce qui est intéressant avec sa capacité, c'est que vous allez poser plein de petites créatures qui coûtent pas très cher et vous allez attaquer à un grand coup avec. Alors concrètement dans Neva, donc la base des jeux Neva, donc évidemment c'est d'abord le héros Neva de base, et les Jungle Death que je vous ai montré déjà. Très bon T2 qui est l'Elf Warrior. En T1 en principe vous jouez les 8 et 1, les Elf Scouts qui ont quête de speed, plus les Grove Guardian. Le Colo Jalea classique qui vous permet notamment d'aller chercher soit une Nina si vous en jouez, qui vous permet de jouer les elfes, l'elfe qui est sur le dessus de votre bibliothèque. Donc c'est toujours sympa, ça vous permet de vous faire une main, étant donné que Nature a naturellement tendance à vider sa main. Ça vous permet de tutoriser une licorne si vous en avez besoin, comme ça vous jouez seulement 2 Niena, 2 licornes, et puis vous jouez par exemple 2 Fée of Charm, seulement x2 ça suffit, étant donné que vous avez des Call of Jalea pour les tutoriser. Donc la Fée of Charm, dès qu'une créature attaque, à vous, pas forcément la fée mais une créature alliée, vous pouvez prendre le contrôle de la créature ennemie ciblée. Donc c'est pareil, dans un jeu aggro, c'est vraiment très sympa, ça fait des trous. Imaginez le scénario classique contre un jeu contrôle, hein, vous devez gérer le board comme vous pouvez, vous êtes mal, vous devez bloquer comme, voilà, comme vous pouvez quoi. Hein. Donc vous posez un Carthas pour gérer une créature, vous gagnez 2 points de vie, et là le mec il joue Feu of Charm, il prend votre Carthas, il vous met 4 points de dégâts supplémentaires en vous virant un bloqueur. Bah souvent c'est létal. Souvent c'est létal. Donc voilà, donc je rappelle que Call of Jalea vous permet de tutoriser une créature nature dans le coût de 2 ou moins, et ça tombe bien parce que ça coûte 2, ça coûte 2. Qu'est-ce qui est bien, l'épique coûte 2 aussi. L'Elf Tracker, très bon Elf Tracker qui coûte 2 aussi. La licorne qui coûte 2. La Niena qui coûte 2. La Fée of Charm qui coûte 2. Tout ce qui est bien, ça coûte 2 concrètement. Donc voilà, le fait d'inclure le Call of Jalea vous permet d'avoir un late game, vous permet d'avoir un petit côté toolbox dans un jeu aggro. En général, le jeu aggro il n'est pas toolbox, il est tempo à fond. Et ben ce jeu aggro peut se permettre, grâce à Call of Jalea, d'avoir un petit côté toolbox. Voilà. Alors après, bon, vous avez du boons. Alors, il y a ceux qui jouent le boons et ceux qui jouent pas. Le boon c'est fort, après est-ce que vous avez la place de le jouer, ça dépend, il y a plusieurs écoles, dans Slice c'est très bon, Tornado Break c'est très bon, à vous de voir. Je pense qu'on a fait le tour des cartes principales là. Bah après vous avez les cartes Swift, hein. Vous avez l'Ambushing Sharpshooter qui est très bon malgré ses 1 point de vie. Et puis vous avez évidemment ce Aldiri Rider que j'aime pas beaucoup mais bon qui reste une 3-3 Swift pour 3 de speed. La grande force en fait, la base de ce jeu là, c'est que non seulement il va opposer énormément de créatures qui ont Swift ou alors qui obtiennent Swift grâce à la capacité de Neva, mais en plus de ça il va opposer que les créatures qui ont 3 ou 4 de speed. Donc en fait c'est très difficile de bloquer ces jeux là, c'est très délicat en fait. Et même s'il perd le board, grâce au Swift et grâce à la capacité de Neva, il peut quand même le récupérer. Donc c'est quand même assez dangereux. Donc l'autre grand archétype aggro, en 2 mots, ça va être l'aggro classique, l'aggro rage gobelin. Je me resserre un verre et je lis le chat, je reviens. Cartes de 4 types en vie en même temps. Enfin, juste non quoi. Je remonte un petit peu en derrière parce que je ne comprends pas. Tiens, j'ai les swag. Grand Réunion, j'ai fait un deck aggro TK Grand Réunion. C'est rigolo, mais c'est pas T1, clairement. Ah oui, donc oui, d'accord, c'est pas le Grand Réunion. Alors pour le coup, si vous voulez faire un OTK Grand Réunion, si vous voulez avoir une chance d'avoir 4 créatures différentes de types différents, pour moi, la seule possibilité pour que ça puisse éventuellement tourner, c'est de jouer déjà Call of Jalea, évidemment. Hein, ça va sans dire pour le tutoriser. Vous avez besoin d'en avoir 3-4. Call of Jalea. Et je vous conseille de jouer avec The Order, ne serait-ce que pour splasher les Insti-Life. Parce que sans Insti-Life, c'est compliqué d'avoir 4 créatures qui ont en principe pas beaucoup de vie, en vie sur le board en même temps.
Mais en revanche, si vous avez une Sea Life, vous pouvez toujours faire un coup de vol à base de pour 3, je pose une Sea Life. Je pose 2 créatures sur 4 dont j'ai besoin. Et ensuite, je fais proc la grande réunion qui coûte 3 ou 4, je sais plus. Et une Sea Life qui vous permet d'aller chercher 2 créatures de votre cimetière qui coûtent 2 ou moins et de les envoyer en jeu. Bah ça tombe bien parce que regardez. Vous avez besoin d'une fée, elle coûte 2. Vous avez besoin d'un elfe, Elf Tracker, il coûte 2 par exemple. Vous avez besoin... vous avez besoin d'une plante, bah écoutez, Jungle Deathtrap, il coûte 2. Et vous avez besoin d'un esprit, hop là, Electric Oryx, il coûte 2. Ça veut dire que Kolojalaya et Insilai vont pouvoir aller chercher toutes les créatures dont vous avez besoin pour la combo TK Grand Union. Donc voilà, pour moi, si vous voulez faire une TK Grand Union, splasher de l'order au moins pour mettre 4 Insilai. Je pense que c'est la seule possibilité. J'ai fait une liste comme ça qui est sur Spellbook Database, si vous la retrouvez, si ça vous intéresse. Je continue à lire un petit peu le chat. La Dead Rider coûte cher, oui je trouve qu'elle coûte un peu cher pour ce qu'elle est en fait. Elle me fait penser à Tyran de la prêtresse de Warcraft 3. Mais je dis Warcraft 3, j'ai pas vraiment joué à World of Warcraft. Donc moi ma référence c'est Warcraft 3. La carte qui booste les knights c'est Namir. Namir est très sympa, oui. 4 grands réunions, je mettrais plutôt 3 grands réunions, je pense que ça suffit. 3 grands réunions, ça va. T'en as besoin que d'une seule pour gagner concrètement. Je pense que pour que ce jeu marche, il faut que ça soit pas un full combo. Il faut que ça soit un jeu aggro qui a la possibilité éventuellement d'avoir un kill alternatif avec grande réunion. Moi c'est comme ça que j'envisage. Ne faites pas un deck uniquement autour de grande réunion, ça tournera pas, honnêtement, ça tournera pas. Angelica c'est plus facile, surtout avec l'euro qui tutorise les anges, je suis d'accord. Mais ce sont des cartes qui sont plus chères à poser aussi, donc elles sont pas ressuscitables sur une Sea Life. Comme quoi, ressuscitable, barbarisme. Alors, je vais peut-être vous montrer un jeu Neva, hein, avant d'enchaîner comme ça comme une brute. On va re-switch. Je vais vous montrer, alors, je n'aime pas les jeux elfes, je ne sais de le dire, je n'aime pas les jeux elfes. Je pense que jouer un jeu full elf, full nature, c'est pas la meilleure chose qu'on puisse jouer. Je pense pas que ce soit le deck de la méta, vraiment pas. Ça tourne concrètement. Il m'est même arrivé de perdre une fois depuis l'open beta contre un jeu elf, donc ça peut arriver. Hein, je reperdrai contre un jeu elf, je n'en doute pas. Mais enfin, concrètement, ça a quand même tendance à se faire poutrer par les rages et par les contrôles en même temps. Alors que bon, rage au moins je trouve que c'est plus stable, je trouve. Après voilà. Alors je suis pas un grand fan d'elf, j'ai un peu joué un peu débulé, ça peut ressembler à ça par exemple. Il y a des choses qui sont contestables, il y a des choses qui sont contestables. Alors qu'est-ce qui est contestable par exemple? La Nina, pas sûr qu'elle soit obligatoire. Le jeu a tendance à vider sa main, donc avoir juste 2 Nina que vous pouvez tutoriser avec le Call of Jalaya, ça me semble pas mal. Après, elle n'est pas essentielle au jeu. On pourrait se dire qu'on pourrait la remplacer par des licornes, pourquoi pas. Les licornes c'est le dispel de nature. En même temps, je me dis, je joue un jeu aggro, est-ce qu'il y a vraiment est-ce que j'ai vraiment envie de dispel en fait? Parce que tous les spells que mon adversaire va mettre, ça va être des spells lents. S'il les pose, soit il prend un retard de tempo qui le fait perdre, soit c'est qu'il a déjà temporisé le jeu et que j'ai déjà perdu. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de dispel? Je suis pas sûr que la licorne soit obligatoire dans le jeu. J'en suis pas sûr. Pas sûr du tout. Ou alors vous coupez, vous mettez genre un Nina et une licorne, je sais pas, après mais bon. Je suis pas convaincu que la licorne soit indispensable, tout comme je suis pas convaincu que Nina soit indispensable. Mais au moins, elle synergise avec le jeu, elle permet d'aggro, parce qu'elle ne permet pas faire la licorne. Alors, qu'est-ce qui est contestable? Ce qui est contestable aussi, c'est de ne pas avoir mis de boons. J'ai mis une tornado de break. Bonsoir. Et tu m'as fait peur, putain. J'ai mon cœur qui a fait un bond dans ma poitrine, quoi. Ça va, Valentin? Ah, tranquille, et toi, David? Ça va pas mal, ça va pas mal. Eh bah, c'est bien. Tu as mangé? Pourquoi tu m'as largué pendant si longtemps? Je préparais mon voyage, du coup, pas mal de petits trucs à régler. Tu pars où? Je pars à Paris, 2 semaines. Vers Paris. Et tu ferais pas un séjour par Bordeaux par hasard? Ah, si c'était pas aussi loin, je reviendrais avec plaisir. Ah. Ça serait cool. Mais ça serait bien de profiter des vacances d'ailleurs à l'occasion. Enfin bon, on en reparlera hors stream, mais ça pourrait être sympa. Clairement.
Donc bah, j'étais en train de présenter un petit peu donc, la méta Spellweaver. On a fait les decks contrôle. J'ai montré mon deck Darius, Tricolore, Corruption, Wisdom, Dominion. Voilà. Mais on a fait des parties entre temps quand même. Hein. Ouh, ça c'est la folie. Ouais, on a fait quelques parties. Donc là j'étais en train de parler des jeux aggro. Je disais qu'en gros il y avait deux archétypes aggro. Il y avait l'aggro centré autour de Neva de base et l'aggro rage standard. Avec plein de splash différents dans tous les sens pour chacun. Et là j'étais en train de montrer les jeux elfes en disant que j'aimais pas trop. Et je présentais un petit peu voilà ce qu'on pouvait faire avec. Pas grand chose. À mon avis pas grand chose. Après Sonéon m'a sorti un aggro nature, il m'a battu avec. Il m'a battu en faisant la sortie plus que champagne où il a curvé à tous les tours. Avec tour 3 le jungle destrap, j'avais pas de réponse donc en plus il m'a tapé 2 fois à 4. Il m'a fait la sortie cochonne quand même. Ça calme vite, hein, ça calme assez vite. Ça. Après j'ai toujours dit que le mono elf il fait des sorties champagne monstrueuses qui arrêtent tout le monde. Mais je pense qu'il est moins stable qu'un rage à mon avis. Donc bon, moi j'aime pas trop. Je pense aussi. Voilà. Donc bon, on a déjà présenté la plupart des cartes. Donc on a présenté la fée en x2 parce qu'on a des Call of Jalaya. On a présenté Niena. On va mettre du Swift évidemment. Hein, donc on va prendre le Aldiri Rider et le Ambushing Sharpshooter qui sont très bons. Alors le Sharpshooter il a qu'un point de vie, il va moi sous cathédrale certes, mais bon, vous vous en fichez, vous le posez, vous mettez 2 et il a fait son taf, hein, c'est tout. Hein. Ça, il a fait son taf, je suis plus loin. Il a fait son taf et en plus il force un contrôle donc c'est très bien. Bon, la fée on en a parlé aussi. S'il attaque les points de vie il sert à rien, mais s'il attaque une créature qui la tue, il la sert à quelque chose. La fée of chat, bon bah voilà, c'est toujours un finish. Hein. Vous jouez contre un contrôle, le contrôle il pose son Karthas pour essayer de temporiser comme il peut et là bam, il prend 4 sous le Karthas. Je suis mort, enfin je suis mort une fois sur ce néon sur ça. Et ça m'a souvent fléchi. Donc la fée c'est toujours sympa. J'en joue que 2. Très fort la fée. Pas trop non plus. En plus de l'école donc vous en avez joué pas trop. Mais 2 je trouve que c'est bien. Puis après bon voilà les 8 et 1 c'est classique. Les 4 elf tracker. Au niveau des shrines j'en joue 21. Pour stabiliser. Vous pouvez en jouer 20. Ça tourne totalement vu que c'est monocolore. J'aime bien 21 pour que ça soit stable. Et puis on rajoute quand même 3 Elven Sanctuary qui est très bon. Un plus 1/+2 1 elf. Le seul défaut c'est que c'est un CD3. Je trouve que c'est beaucoup. En fait, c'est beaucoup moins CD3 pour ça. En fait, tu compares l'Elven Sanctuary avec le soldat mémoriel de Order et c'est. Je comprends pas quoi. Je comprends pas. Moi non plus. Parce que pour 1, les deux coûtent 1. Et les deux ont un prérequis de 1. Il y en a un qui a un CD de 1 et l'autre qui a un CD de 3. Et les deux ont une limitation de type. L'un c'est elf et l'autre c'est soldat, donc c'est pareil. Il y en a un qui donne +1/+2. Et l'autre qui donne +1/+1. Et qui en remet une carte du cimetière dans la bibliothèque, un soldat. Donc en fait, à tout point de vue. Je trouve que le soldat mémorial est plutôt meilleur et en plus il a un de CD de 3. Donc là ça n'a pas de sens à mon avis. Hein. Ça n'a juste pas de sens. Je suis d'accord qu'au niveau de l'équilibrage là-dessus c'est un peu... C'est bizarre. Ou alors je sais pas, +2/+2 dans ce cas là. Moi ça me paraîtrait pas aberrant tous les 3 tours de donner +2/+2. Hein. Quand tu vois Cathedral of the Night par exemple, voilà pourquoi pas. Enfin je sais pas. Ou alors +2/+1 au moins. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Alors, au niveau des sorts, donc j'ai pas mis de boons, bah, c'est contestable pour le coup. Hein. Mettre au moins des lance-lights, ça peut être bien. Si vous trouvez la place de mettre des lance-lights, ça me paraît bien. Moi, j'ai pas trouvé la place. Je préfère mettre des embouches strike, la +2/+2. Je trouve que c'est plus facile à caler dans une optique vraiment full aggro. Hein. C'est pas un jeu mid-range, c'est un jeu full aggro. Puis bon, voilà, le but du jeu, c'est de poser plein de créatures, de profiter du fait qu'elles ont toutes plein de speed. Hein. Elles ont toutes entre 2 et 4 de speed. Et puis pour celles qui n'ont pas assez de speed, vous avez l'elf commander qui rend tous les elfes imbloquables. Donc là, du coup, au moins, il n'y a plus de discussion possible. Ouais. Voilà. On passe au jeu rage. Bah tiens, je te laisse nous présenter un peu le jeu rage. Comme ça, je me repose un peu la voix, j'en peux plus. C'est quoi le monocolore? Un monocolore rage. Bah, présente les cartes juste peut-être, ce que tu mettrais dans un jeu, puis après... on proposera une liste tous les deux. Ouais, attends, je vais directement les prendre sous les yeux. Le problème du monocolore rage actuellement, c'est que le héros a été tellement nerf que voilà, c'est le gros problème du monocolore rage. C'est vrai. Mais bon, après, le Swift et le Poke, ça reste tellement fort. C'est sûr que le Swift et le Poke, ça reste fort. Alors, on va re-switch. Je retrouve mon mot de passe, ce sera un bon truc. Okay. Bien joué, enfin, félicitations, vous avez bien activé 0 clé. Yeah! Ça c'est la classe quand même. Ouais. Ah, là je vous affiche ma version de monorage, la version que je joue actuellement. Yep. Bon, le monorage actuel c'est vite vu, hein. C'est les 8 et 1, hein, donc les 4 Goblin Warrior, les 4 Lizard Barbarian. C'est juste indispensable à un T1 à optique aggro. Enfin un deck optique aggro. Après 3 ou 4 Boiling Blood, ça dépend, maintenant qu'il a été nerf on peut se poser la question. Ouais. Là j'ai fait une tentative, c'est pour tester, je joue sans Boiling Blood en ce moment.
Souvent je trouve moi que c'est je un joue peu ça lent. aussi dans mon aggro. C'est possible de jouer D'accord. sans, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment bien faire le start Ouais. Lizard plus Boiling, et c'est très fort. Mais disons que contre Dominion c'est ultra fort. Après dans une méta où il n'y a pas que du Dominion, où il n'y a pas que des Assassinates, C'est on peut ultra réfléchir à fort, pas le ouais, mettre. contre... oui, c'est sûr. Contre un deck contrôle, c'est très fort, Ouais. effectivement. Ouais. Ça calme vite fait les decks contrôle. Ensuite, bah, 3 Fia, bien entendu. 4 Fireball. Alors pas c'est plus de sûr. 3 parce qu'elle est légendaire en fait, ça crée un peu Voilà, d'instabilité sinon. c'est ça. Et encore 3, c'est à la limite. 2, non, parce qu'on la veut, et 3, c'est un peu trop. C'est ça ouais. En fait 3 c'est un peu trop. Mais en même temps on la veut donc... Faut savoir qu'en termes de curve, Rage j'ai un gros problème avec les T2. Ils ont pas beaucoup de T2 intéressants à part Fia. Ça. Donc ouais, on joue un peu ce qu'on peut hein. Très souvent quand vous jouez contre Rage, T2 il pose rien. Ou alors il pose un T1. Ou une boule de feu dans votre gueule. Ou une boule de feu. Mais là c'est qu'il est un peu désespéré quand même. Ou très confiant en lui. Il reste le Goblin Fireworker qui peut être joué dans les decks Rage qui est pas moche, mais voilà, c'est pas un must-have non plus. Hein. Oui voilà, moi je joue pour curver un petit peu en T2, j'en joue que 3, pas 4, Voilà, je joue 3. Et puis en plus ça va me détruire une impose d'affaires, il y en a quelques-unes de la méta donc bon voilà pourquoi pas. Mais bon c'est pas fou c'est sûr. C'est toujours un peu polyvalent et ça sert en fin de game, du coup pourquoi pas, c'est pas une mauvaise Ouais. carte. Il y a également des decks aggro qui jouent le deck qui joue le sort Word of Fire, qui est très fort. Moi je joue x4. Là, mono Rage, Voilà. pour moi c'est core build. Exactement. Il En y a fait, les c'est Demon core Army, build bien parce sûr, que, qui sont- C'est core build parce que piocher une carte, c'est très fort avec Rage parce que Rage c'est un jeu dans lequel en fait votre pioche elle est plus forte que la pioche adverse. C'est affreux à dire mais votre pioche elle est plus forte. Quand vous jouez contre contrôle, vous pouvez piocher des cartes comme Flame Serpent qui met 5, comme Dragon Fire qui met 5, comme Fireball qui met 3. Donc en fait votre pioche elle est potentiellement beaucoup plus forte. Ou alors pire, le Ramgag pareil qui met 5 et qui met 7 si vous avez un Massive Assaut. En fait votre pioche elle est tellement forte que gérer une créature avec Word of Fire et en plus ça peut tuer des créatures qui ont 1, 2 ou 3 donc c'est adaptable selon la partie. Et en plus avoir une chance de piocher un gros dealer de damage, c'est vraiment fort. Donc pour moi c'est obligatoire 4 Word of Fire. C'est clairement une carte qui fait du CA donc oui. c'est clairement bon quoi. Ensuite on retourne dans les créas avec le T3 Gibbon Running qui est bon, très bon T3 Rage. Hein. Est-ce que tu dirais que c'est le meilleur T3 du jeu? Moi je sais pas. Non, clairement pas. Non, quand même C'est un pas. très bon T3 mais peut-être pas le meilleur du jeu. En tout cas l'un des meilleurs je pense hein. C'est l'un des meilleurs, oui, mais pas le meilleur, largement pas. Ok, Il donc, y a des decks aggro qui jouent le Gigantodon, surtout maintenant qu'on est dans une nouvelle optique de start. Je l'ai pas mis mais c'est pas mal effectivement. C'est pas C'est mal. viable si vous avez rien d'autre à mettre, Gigantodon qui peut coller 5 en fait s'il est pas géré instantanément, du coup c'est assez fort. Hein. C'est un peu l'équivalent du Minotaur Corruption que je présentais tout à l'heure, la 5-3, sauf que là c'est une 5-4 mais avec un speed en moins. C'est ça. Pourtant, Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Massive Assaut ensuite qui est très bien dans les decks aggro, à jauger, hein, certains en mettent 2, certains en mettent 3. Moi Vraiment j'en ai mis jauger. 3. Comme je pioche pas beaucoup, j'aime bien en avoir un rapidement. Mais bon, ça négocie, on peut en mettre 2 effectivement. C'est ça. Fire Blast qui est pas tellement dans l'optique aggro mais qui peut être jouable si vous avez une optique un petit peu plus late qu'un vrai aggro. C'est pas un mauvais sort mais c'est pas exactement tourné aggro. Stonéon disait que c'était vraiment la carte forte de la méta, moi je la joue pas et je l'aime pas trop. Moi je vois pas de situation où je préfère jouer en Word of Fire où je préfère jouer un Fire Blast qu'un Word of Fire. Alors il y en a évidemment, mais concrètement elles sont tellement rares que... voilà, je suis pas fan. Clairement, oui, de toute façon c'est à jauger entre les deux, hein, clairement. C'est... Bon, ensuite le Flame Serpent, hein, voilà, coller 5, point barre. Hein. Tuer une créa et coller des dommages derrière, la plupart du temps d'ailleurs. Ramgak aussi, qui est très bien dans un deck aggro, c'est une des dernières créatures rage à avoir le 3 de SP. Ouais. C'est la dernière à avoir speed plus 3 de SP, donc c'est très fort comme créa. Surtout que ça coûte que 2, donc pour 4 vous pouvez mettre une pression de 5. Voire de 7 si vous avez un Massive Assaut, c'est pour ça que c'est tellement intéressant. Très fort, franchement. On en mettra 2 ou 3, ça dépend vu que c'est aussi une légendaire. Ça dépend vraiment de votre deck et votre optique. Et bien sûr les Dragonfire, hein, qu'on se... Oui, pareil, je dirais 2 ou 3 Dragonfire. 3-4 tu dirais, ouais. 3-4 moi je dirais Dragon. Ça dépend le deck, hein. Franchement si t'as beaucoup de poke tu peux en jouer 2. Ça reste vraiment finish mais... Ouais. C'est bête de Ouais, pas jouer des pour Dragonfire, l'essentiel. surtout si tu joues des Word of Fire derrière en fait. Oui, c'est sûr, ça peut se comprendre. Après, il y a une tendance actuelle que j'aime pas trop, mais ça a testé, qui consiste à ne plus jouer les Flammes Serpents. Je vous montrerai je vous expliquerai quand je vous présenterai la liste. Il y a des gens qui jouent pas Flammes Serpents et qui préfèrent splasher, enfin libérer ses emplacements pour splasher dans une autre couleur. On verra ça. Moi, je suis pas très fan, mais bon. Le problème du Flame Serpent, c'est qu'il demande 2 de prérequis rouges. Donc en monocolore, aucun problème, c'est génial. 4 et 2 prérequis rouges pour une 5-1 Swift Unstoppable, c'est monstrueux, franchement c'est monstrueux. C'est un Flame Serpent qui en plus peut gérer le board si besoin.
un Flame Serpent, un Dragon Fire qui en plus peut gérer le board si besoin et qui vient un tour plus tôt, donc c'est vraiment génial. Mais dans un jeu bicolore, voire tricolore, effectivement les deux prérequis sont un peu embêtants, donc à voir. Clairement. Après ça dépend si tu joues en bicolore avec deux rouges et un autre, donc ça passe encore facile. Comme dans le bicolore Neva, hein, tu le joues avec bicolore, enfin deux rouges et un vert. Les bicolores avec Rage, ce sera ça de toute façon, hein, je pense que... Oui, ce sera très souvent deux rouges et un vert, hein. De toute façon pour jouer Ramgak, pour jouer le Flame Serpent. C'est difficile de jouer Rage sans Ramgak et Flame Serpent, et en plus Dragonfire, donc les trois cartes qui requièrent de prérequis rouges, c'est vraiment dur de jouer Rage sans ça. Ça perd beaucoup d'efficacité. Et puis après, bah 21 terrains à peu près, je dirais. Alors, je regarde un petit peu ce qui se dit sur le chat, ça a beaucoup bavardé. Alors, Bloom qui organise ses rencarts en live. Zero fuck given. I don't give a fuck. Je veux le poser plus d'un. Ouais, je préfère aussi. Hein. Alors, Word of Vigor, c'est pas mal. Le truc, c'est que dans ce jeu-là, vous n'allez pas monter votre prérequis très tôt dans la partie. Vous allez attendre le finish pour faire ça. Du coup, Word of Vigor est une très bonne carte. Moi, dès que j'ai pu, j'ai acheté en x4. Mais j'ai jamais joué. Voilà, j'ai pris en x4 dès que j'ai pu, mais j'ai jamais joué parce que je trouve qu'il y a toujours une carte qui est prioritaire en fait. Mais c'est pas mauvais, donc pourquoi pas, hein. Word of Vigor c'est bien, mais plutôt soit dans un monocolore vert, soit dans un bicolore elf avec enfin vert avec deux de threshold vert minimum. En dessous de 2 threshold, je trouve pas ce carte bonne en fait. Je préfère pour répondre à scène, je préfère le Flame Serpent au Dragonfire parce qu'il vient un tour plus tôt, tout simplement. Et non seulement il vient un tour plus tôt, mais en plus il peut aider il peut détruire un défenseur, mettre des dégâts derrière. Permettre aux autres créatures de taper, et voilà, donc bon, je préfère. Et puis Massive Assault il tape plus fort. Après il est assez sensible dans une certaine méta, donc... Mais disons dans une méta contrôle, en principe le board il est vide, donc vous attendez le Cataclysme, vous mettez le Flame Serpent, et puis voilà, c'est... En principe c'est comme ça que vous le jouez. Hein. De toute façon, il faut clairement jouer Flame Serpent quand l'adversaire a plus de mana. Si par exemple c'est un joueur de bleu ou de rouge, jouez quand il a plus de mana, parce que sinon vous allez vous prendre un contrôle sur le Flame Serpent et c'est une carte gâchée. Donc, Ah, ne va pas avoir Pégilan, hein. Tu dis que l'aggro c'est facile à défoncer avec un contrôle. Non, non, non. L'aggro c'est un aggro bien aggro, full aggro. C'est la bête noire de contrôle. C'est le pire match-up que peut avoir contrôle. Hein. Cet aggro rage, il défonce des Dominions Wisdom tous les jours. Hein. Il est fait pour défoncer Dominion Wisdom. Enfin, moi c'est mon pire match-up, hein, concrètement ce jeu. Moi aussi, un contrôle c'est le pire match-up, surtout en Dominion Wisdom. Fier un focal direct pour toujours pouvoir admirer la carte. Ça c'est un argument à la CLN, hein, l'argument esthétique. Très bien, j'accepte. Il n'y a pas de boost malheureusement le Flame Serpent. Alors, Annie peut pas du Darius aggro bleu, rouge, ben, je vais vous le montrer justement. C'est dès que j'ai choisi de vous montrer là. Donc, on en parlera dans 2 secondes. Alors, vous regardez pour ce qui est de la place d'aggro dans la méta, vous regardez leaderboard, il y a 50% d'Aris et 50% d'aggro. Alors les aggros peuvent être soit des H de base, soit des H advance, soit des Neva de base, c'est mélangé. Mais c'est vraiment 50-50, c'est vraiment 55% d'aggro et 50% de contrôle. Un peu comme la méta du dernier tournoi où il y avait 50% de jeux H base et 50% d'Espina. Voilà, c'est un peu plus diversifié, mais c'est toujours 50-50 aggro contrôle. De jeu mid qui était rentable. Hein. Non, malheureusement non. Il y a des aggros qui se rapprochent un peu du mid avec Neva de base, mais bon, c'est... Là, l'agro Splash chez Wisdom, il a un petit côté mid-rangeisant, mais il reste quand même très aggro, quoi. Alors, Rimcast, hello, petite question débutant. Les boosters, on peut les ouvrir sans regret. Il n'y a rien d'autre à faire avec, puisque le draft est sur le mode Hearthstone. Pas d'autre mode, limité privé court terme. Non, non, les boosters, quand tu les as, tu les ouvres, il n'y a pas de souci. Ta récompense, elle est, tu l'as direct. Tu ne feras pas d'usage d'un booster non ouvert. La base rage est extrêmement forte, je suis d'accord, Enip. Totalement d'accord. Moi, je pense que mon match-up contre aggro, je sais même pas si j'ai 50% contre monorage. Enfin, disons que contre des bons monorages, je pense que j'ai moins de 50% de victoire avec mes jeux contrôle. Et pourtant, les jeux contrôle, je les ai dosés, je joue que ça. Donc, je les ai débuildés, je les ai travaillés, je les connais. Hein. Mais contre un aggro bien foutu, pas forcément extraordinaire, hein, mais bien foutu. J'ai même perdu contre l'aggro de jambon. Hein. C'est pas méchant contre un jambon, mais c'est pas forcément non plus le top elo de Spellweaver, quoi. Hein. Mais voilà, ouais, les aggros, c'est très très méchant contre contrôle. Cataclysme ne gère pas aggro, tout à fait. Après, oui, effectivement, corruption, c'est très fort contre aggro, mais quand vous regardez, à part corruption, il n'y a rien qui contre vraiment aggro. Et le problème, c'est que si vous jouez corruption, et ben vous n'avez pas dispel, donc vous devez jouer ça soit avec wisdom, soit avec nature, et c'est pas forcément des combinaisons qui sont folles en contrôle, hein. Loin de là.
Donc c'est... Non, c'est un vrai casse-tête, hein. C'est un vrai casse-tête. Flash Freeze, c'est fort, effectivement. C'est fort contre Orage, c'est fort. Mais c'est du 1 pour 1, c'est toujours la même chose, hein. T'arrives pas à gagner de CA malheureusement avec le Flash Freeze. Ouais. Mais après c'est bon, l'avantage du Flash Freeze, moi j'ai beaucoup joué pour ça, à l'époque où je jouais Corruption Wisdom, à l'époque où c'était fort. C'était une autre méta. Je jouais Flash Freeze parce que c'était à la fois une solution contre aggro, pour un, tu détruis une créature qui a un point de vie, et en même temps ça permettait de gérer les tons. Donc très polyvalent, j'aime bien. Alors, attends, 30 points de vie, d'accord, comme du coup on a 30 points de vie, voilà. Bon, la polémique est en train d'enfler, je vais pas forcément tout lire. Tu sors un Flemme Serpent, tu prends un Flash Freeze instant, c'est pas très drôle, mais c'est à toi de pas te faire bait tout simplement. Clairement, oui. C'est rare de se prendre un Flash Freeze comme ça quand même, hein. C'est quand même rare. Ça m'est arrivé une seule fois depuis que je joue, parce que le mec avait joué 2 Flash Freeze juste au tour d'avant. Mon tour commence, je me dis il a pas un 3ème Flash Freeze, il a 4 cartes en main, et il en a un 23ème. Ça m'est arrivé une seule fois je crois, hein. C'est logique ta réflexion, il a 4 cartes en main, il peut encore en avoir 2. Certes. Mais bon, statistiquement, c'est un peu bizarre quand même. On en reparlera des 57,5%. Ouais, c'est ça, ouais. Un Corruption Wisdom, ça gère très bien aggro quand même. Oui, ça gère très bien aggro et ça pack contre tous les contrôles du monde. Parce qu'un contrôle sans Dominion, bah ça c'est pas fou quand même. Il y a un vrai équilibre des forces, hein, il y a un vrai équilibre. Il n'y a pas une combinaison qui gère tout. Enfin, le deck que je vous ai présenté, il gère à peu près tout. Mais il a des moments d'instabilité. Il n'arrive pas à se trouver, hein. Clairement, le mid-game n'arrive pas à se trouver. C'est vrai, c'est dommage. Pas trop compliqué de faire un équilibre des forces entre deux styles de jeu, hein. Le Nature Order, c'est juste magnifique. Bloom, je t'aime. Je te filerai mon numéro de téléphone en privé. Je suis célibataire. Par contre, si tu fais pas de théâtre, il est pas intéressé. C'est ça. Privé de jeu quand tu nous tiens. Consume Spirit est clairement la meilleure carte anti-aggro, mais ouais, mais elle est difficile à setup, c'est un peu le problème. Enfin, à setup. Il faut le jeu qui tourne autour, quoi. Ça veut dire jouer mono corrupt. Alors, l'autre possibilité, c'est ce que je faisais quand je jouais en Wisdom Corruption, c'est de jouer un terrain Wisdom, 2 terrains Corruption et des New Horizons. Et là, tu peux même pousser vite jusqu'à jouer des World of Pain, c'est rigolo. Mais bon, voilà, c'est... À mon avis, ce build n'est plus viable à l'heure actuelle. Il est plus viable parce que Dominion, c'est trop fort, tu peux pas t'en passer. Enfin, quand tu joues contrôle, tu peux pas t'en passer. Je précise, je vais me faire sauter dessus, sinon. Flemme Serpent qui se fait raise par... Oui, mais le problème, c'est que... Si tu le raises, c'est qu'il est mort pendant le tour. S'il est mort pendant le tour, c'est qu'il a attaqué pendant le tour. Et donc, t'as pas de seconde phase d'attaque. Et donc, il va remourir à la fin du tour. Donc, c'est pas très drôle. En revanche, le Flemme Serpent, il synergise beaucoup mieux avec du Boons comme un chantier de Spring en nature. Ça, c'est très rigolo. Célibataire. Et Sienne alors? Ah non, Sienne, son cœur est pris. Ok, bon, on va enchaîner. Donc, on va pas vous montrer le jeu aggro parce qu'il est hyper connu. On va vous montrer un 3ème deck. Que j'ai pas beaucoup joué pour l'instant, hein, mais c'est vraiment le deck à la mode, c'est l'aggro à la mode, celui dont parlait Nip tout à l'heure. Il s'agit de... Alors, il est où? Voilà, Red Wisdom Aggro. Voilà. Ce deck qui a priori n'a pas beaucoup de sens, mais qui est une vraie saloperie. Alors, c'est une version de base, hein, on peut la tweaker encore une fois. Le grand manquant de ce deck à mon avis, c'est le Library Guards. Ouais, effectivement. C'est Library Guards. Library Guards, le fait que... Alors, c'est une carte de CA pour aggro, a priori c'est pas fou. Mais elle a 3 de speed, elle a des stats qui sont raisonnables quand même pour un drop 3. Et le fait qu'elle pioche, comme je disais, Rage, ça pioche très fort en fait. Ça a la capacité de piocher des cartes qui mettent 5 points de dégâts, donc ça pioche fort. Donc en fait, le principe de ce jeu, c'est un jeu qui, en termes de mécanique de jeu, est un peu aberrant parce qu'il va chercher à temporiser et en même temps à faire du CA, ce qui en principe est... Enfin, ce qui est contradictoire sur le papier. Mais en fait, il va faire du CA intelligemment, il va faire du CA uniquement au bon moment, sans vraiment perdre de tempo, parce qu'en fait, vous allez commencer comme un Rage classique, et en mid-game, si vous n'avez pas fini, là, vous allez commencer à piocher, et là, vous allez commencer à avoir d'autres solutions qui arrivent.
Mais en fait c'est vraiment un jeu aggro, un jeu tempo et un jeu poke en fait hein. Le côté pioche il vient uniquement en mid-game, c'est un splash en fait, c'est vraiment un splash. Vous voyez hein, j'ai 15 terrains rage avec seulement 6 terrains wisdom. Et en 4 wisdom j'ai le héros, Darius de base, et j'ai 4 Lamp of Zafir, c'est tout. Donc on pourrait éventuellement rajouter 3-4 Library Guard. Alors là la question c'est qu'est-ce que vous enlevez si vous mettez Library Guard. La grosse question en fait, c'est pour ça que le Library Guard n'est pas là en fait. Je vois pas quoi enlever. Alors on pourrait tomber à 2 Massive Assaut, pourquoi pas. On pourrait tomber à 2 Dragonfire, pourquoi pas. Retirer un Flame Serpent, enfin on peut renier, pourquoi pas. Mais moi j'aime bien ces proportions là, j'y suis habitué. Et Librega je trouve qu'il est bon mais qu'il est pas non plus essentiel. Donc voilà, vous pouvez tweaker cette liste notamment en mettant des Library Guard. Je sais qu'il y en a qui jouent des... Il y en a qui jouent aussi des Fire Blast que j'aime pas du tout, Fire Blast. Hein, vous dites les 3 et 1 sur la rangée, j'aime pas, mais bon ça joue pas mal sous le ladder. Alors, vous pouvez faire ça. Je vois pas la cohérence mais vous pouvez. Voilà, pour le reste en gros c'est un jeu aggro. Vous voyez les cartes ce sont les mêmes que pour l'autre jeu. La seule différence c'est que bah, j'ai mis 4 Lamp of Zafir à la place de... Qu'est-ce que j'ai viré? J'ai viré les Word of Fire. Word of Fire dans un bicolore c'est moins fort. Donc j'ai viré les Word of Fire, j'ai mis des Lamp of Zafir à la place. Donc en fait c'est plus pokey. Clairement les Word of Fire n'ont plus leur place. Ouais. Voilà, c'est vraiment un jeu mono aggro mais avec un côté plus pokey grâce à Lamp of Zafir. Et avec la capacité de pioche en mid-game de Darius qui va arriver pour prendre le relais si vous n'avez pas tué votre adversaire contre un jeu contrôle. Voilà. Donc c'est le jeu aggro qui, même quand le contrôle a pris le relais, il a quand même une chance de gagner grâce à son draw. Et c'est assez violent ça pour le coup. Voilà, donc je vous propose de laisser cette liste là. Je sais pas si tu as des remarques à faire sur la liste, tu la découvres peut-être. Je sais pas si tu l'avais déjà vu. Non, je l'ai déjà vu, je l'ai jamais testé par contre, mais effectivement c'est une bonne idée de tout qui est Lamp of Zafir et Darius qui pioche en mono rouge, enfin en mono rouge, en bicolore rouge, splash et bleu, c'est vraiment très sympa, c'est ouais. Presque mieux que de jouer le monocolore rouge en fait j'ai l'impression. Je trouve ça assez excitant effectivement. Après World of Fire c'est quand même très fort, c'est très fort. Pour répondre à PJ, oui effectivement le Fire Blast en mirror rage il fait pas mal le taf quand même, hein, si clairement. Mais c'est utile que dans ce match-up, et encore. Voilà, c'est ça. Concrètement, c'est utile que dans un seul match-up. Je trouve ça un peu limité quand même. Alors que par exemple, un World of Fire, ça serait utile tout le temps. Même en bicolore à la rigueur. Vu que le but de ce jeu, en fait, c'est d'abord de monter les prérequis à 2 rouges. Et enfin de monter à un bleu à la fin. Mais vraiment en mid-game, parce que la pose Zafir, vous voulez pas la poser avant d'avoir au moins 5 ressources, minimum. Parce que si vous la posez, vous prenez un dispel contre contrôle. Donc vous attendez au moins le tour 5. Généralement, ça va un peu plus tard que ça, la pose Zafir. Donc, puis la pioche de Darius, vous n'allez pas piocher dès le début évidemment, vous êtes un jeu aggro, vous allez piocher quand vous aurez plus de main. Donc vraiment vous montez au début à 2 de prérequis rouges, donc vous pouvez tenter de jouer des World of Fire. C'est pas dégueulasse, c'est moins fort que dans le monorage mais c'est pas dégueulasse. Ça me paraît mieux que Fire Blast à mon avis, si vous voulez vraiment rajouter un autre sort de contrôle. Il n'y a pas une liste énergie, rage, wisdom. Bah c'est cette liste là en mettant des engineers. On en trouve, je trouve ça nul. Enfin, je vois pas la synergie, je vois pas la cohérence de mettre des engineers en fait là-dedans. L'engineer c'est un peu lent. Donc ça demande en plus de mettre l'énergie. L'énergie c'est pareil, ça fait part du tempo l'énergie. Lâcher du mine dans un aggro, il n'y a pas tellement d'utilité. C'est ça, c'est ça. Je vois pas pourquoi on irait chercher. Enfin, que un mono énergie joue engineer qui est une bonne carte, je comprends parce que bah il a que ça pour tuer. Mais vous avez d'autres kills que ça. Pourquoi vous allez ralentir le jeu pour ajouter des choses que vous faites déjà? Bah, ça n'a pas de sens en fait. C'est pas cohérent. Enfin, je trouve. Ah, je suis du même avis. Hein. Le Phoenix, avec son prérequis de 3, pour une 3-3, je trouve pas ça fou. Le Phoenix, c'est vraiment une carte midrange, c'est pas une carte aggro pour moi. Bah, c'est de l'anti-contrôle en fait, le Phoenix. C'est bon, t'as déjà tout ce qu'il faut anti-contrôle, donc y a pas tellement d'utilité. C'est du mid anti-contrôle. Hein. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, le Phoenix, vous le jouez pas pour une raison simple, parce qu'il y a Helm of Dominion dans la méta. Les jeux contrôle jouent tous Helm of Dominion. Et qu'est-ce qui se passe si vous faites piquer votre Phoenix à Helm of Dominion? Il le pique, il le sacrifie. Et le Phoenix revient en jeu sous le contrôle de celui qui l'a piqué avec le Helm. Donc en gros vous donnez 2-3-3 à votre adversaire, c'est catastrophique. Donc surtout pas de Phoenix dans cette méta. Ne jouez pas Phoenix, surtout pas. Bah des cartes énergie en rage, non. Non, il y a le Raki qui donne le totem. Et c'est tout. Il n'y a pas de carte rage qui donne de l'énergie. Hein. Il y en a 0. Il y a Raki qui donne de l'énergie au totem et c'est tout. Ah oui, d'accord, c'est rigolo, mais bon, c'est pas... Il y a 10 cartes à rentrer en priorité, quoi. Allez, on va faire quelques parties. Trêve de blabla, plus de glouglou. Private joke. Allez, on va switch. Sun Spellweaver.
Donc on va faire pareil, 3-4 parties avec ce jeu là, ça devrait être assez court. Et puis après en fin de mission on vous présentera un dernier deck aggro. Alors ça aurait été bien de vous présenter un midrange, mais là j'ai pas vraiment de midrange. J'ai pas vraiment d'idée.